Bien, bonjour à tous. Je suis Anne-Sophie Guéot, je suis responsable du service emploi, carrière, alternance, donc qui a pour vocation de vous accompagner dès la première année de licence et jusqu'à ce que vous soyez très très diplômé et très 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 ancien, donc dans vos démarches d'insertion professionnelle. Au nom de Jérôme Rive, le directeur de l'IAE, je vous souhaite la bienvenue pour ces témoignages. Donc on a le plaisir et le bonheur d'accueillir nos anciens qui vont se présenter, qui vont vous dire qui ils sont, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Si vous voulez bien déjà nous dire qui vous êtes rapidement. Donc Laurie Tillement, j'ai fait un double diplôme Sciences Po plus le master Management International, Programme Commerce Extérieur. Bonjour, je m'appelle Robert Salahi, j'ai fait master de International Management European Business Realities. Bonjour, je suis Tessa Adrian et j'ai fait l'IMBA en 2011. Bonjour, Daniel Ricoire, j'ai fait un DESS et AAE en 1992. Bonjour, donc je m'appelle Steve Wood. Moi j'ai fait la licence qui est en partenariat avec l'Institut Paul Bocuse en management international de l'hôtellerie et de la restauration. Voilà. Bonjour à tous, je m'appelle Vélina Argirouva, management des activités internationales, promo 2012. Bonjour à tous, Margot Aka, management international également, promo 2013. Parfait. Va nous rejoindre Leslie Tissot-Guéraz, donc qui est diplômée du master COMEX, promotion 2010, mais qui avait un rendez-vous et qui donc voilà, vous prie de l'excuser par avance de son retard. Laurie, donc si vous voulez bien commencer, nous expliquer ce que vous avez fait depuis votre diplôme en 2012. Donc vous êtes, vous, diplômée du master Management International, programme COMEX, vous venez de nous le dire. Et donc, quel type de poste vous occupez? Et voilà, nous vous écoutons. Oui, donc à la fin de mon diplôme, il y avait d'abord un stage que j'ai fait de 10 mois dans l'entreprise Solvay dans la chimie comme assistante commerciale, à l'issue duquel je me suis aperçue que j'aimais bien l'aspect commercial, mais que j'aimais mieux être sur le terrain. Donc j'ai démarré comme commercial terrain, responsable régional pour le quart sud-est dans la société Nitto Denko, qui est une société japonaise, qui était en cohérence avec le fait que j'avais passé une année au Japon pendant mes études. Et donc ça fait juste un an maintenant que je suis là-bas et que je suis responsable pour le quart sud-est pour tout marché confondu. Donc Nitto Denko, c'est une entreprise qui fait de l'adhésif industriel. Ça fait 13 000 produits, ça va de l'aéronautique à l'automobile, en passant par la maroquinerie, la microélectronique ou la carte à puce. Il y a de l'adhésif dans vos cartes à puce également, et c'est un petit peu tous ces marchés-là confondus que je gère avec des clients au quotidien, plus de la prospection, de la gestion de projet entre mes clients, le siège social européen qui est en Belgique et le siège social mondial qui est au Japon. Oui, donc j'ai oublié de dire que j'ai fini en 2011, en fait mon master. J'ai fait un stage de fin d'études, c'était en marketing commercial international. Là, j'ai découvert que je n'ai pas imagination pour marketing, comme j'étais obligé de faire les produits et tout ça. Donc après j'ai décidé de chercher quelque chose de différent. J'ai trouvé un boulot en C.H. Robinson. En fait, c'est entreprise de transport, on fait le transport international, routier. Là, je m'occupe de transport pour le pays de l'Est, ex-Yougoslavie, pays central. Oui, ça j'ai fait depuis 2012. Ça se fait. En quoi ça consiste exactement votre métier? Oui, en fait, je suis affréteur. En fait, je suis la liaison entre mes clients et le transporteur. Donc, je cherche le transporteur pour mes clients comme Rodia, Tefal, toutes les grandes entreprises de Lyon. Donc, je suis obligé de trouver le camion pour contrôler s'ils sont bien en charge, décharger, de m'occuper des problèmes, prendre les rendez-vous pour le chargement, déchargement, négocier. Donc, je négocie en téléphone, par fax, par email, dans 4-5 langues différentes. Donc, oui, c'est un boulot plutôt difficile, mais très intéressant. Merci. Tessa? Donc moi, je travaille actuellement pour l'IAE. Je suis chargée de coordonner l'ensemble des activités internationales.
J'ai fait un diplôme à l'IAE il y a 2 ans maintenant, en formation continue. J'ai donc fait le IMBA, le MBA international de l'IAE, après avoir fait, dans un premier temps, il y a à peu près 10 ans, ça s'appelait maîtrise d'anglais, LLCE à l'époque, c'était une maîtrise. Et puis, je suis rentrée sur le marché de l'emploi en commençant par un poste au sein des relations internationales de cette université, de l'université Lyon 3. J'étais à l'époque chargée de la zone Amérique du Nord, Asie, Pacifique. C'était organisé un peu différemment par rapport à aujourd'hui. Au bout de 2 ans et demi, 3 ans, je suis partie à New York et j'ai travaillé pour la mission économique de l'ambassade. C'est les services UbiFrance, c'est de l'aide à l'implantation des entreprises. Et je suis donc rentrée pour faire ce MBA proposé par l'IAE. Vers la fin de mon MBA, j'ai été débauchée par un cabinet d'avocats qui souhaitait avoir une personne pour les aider dans tout ce qui est également aide à l'implantation des entreprises. Donc ils travaillaient en réseau. Il y avait environ 15 cabinets d'avocats répartis dans le monde qui travaillaient vraiment sur la partie juridique, donc création de filiales, mise en place de joint ventures, et ils avaient besoin d'une personne qui les aide à faire le lien entre les différents cabinets et à faire le lien avec les clients. Cette expérience m'a beaucoup apporté, mais m'a moyennement plu. L'environnement du cabinet d'avocats d'affaires, c'était pas tout à fait ce que je recherchais. Et donc, j'ai recontacté Jérôme Rive, le directeur de l'IAE, pour lui demander si il y avait une opportunité au sein de l'IAE. Voilà, donc ça m'amène aujourd'hui à mon poste que j'occupe depuis à peu près 1 an. Que tu nous décriras tout à l'heure, peut-être en termes de responsabilité et de mission. Merci. Daniel. Donc, j'ai fait mon DESS CAE en 1992, mais préalablement, il existait à l'IAE, dans les années 84-86, une formation continue qui s'appelait le DES-EGE. Donc, à l'époque, j'étais ingénieur de production ou ingénieur de bureau d'études, et je voulais développer ma double compétence sur la partie donc gestion et managériale. Ce qui m'a permis assez vite, après l'obtention de ce diplôme, de pouvoir trouver des postes, soit au sein de mon groupe où j'étais initialement, qui était Black & Decker. Après, j'ai pu donc pouvoir avoir des postes de direction d'usine, de direction générale même. Et puis, assez vite, je suis devenu directeur des opérations, donc ce que l'on appelle en anglais COO, c'est-à-dire Chief Operating Officer. En fait, vous êtes dirigeant des usines et des opérations dans différents pays. En même temps, vous définissez une stratégie industrielle qui correspond à la stratégie globale de votre groupe. Et troisièmement, vous gérez les opérations au plus près, à la fois sur le plan du supply chain, à la fois sur le plan de la production industrielle et aussi des ressources humaines. Donc c'est très passionnant. Ce qui m'a permis de pouvoir vivre à peu près dans 8 pays différents, d'avoir travaillé à peu près dans 13, du moins d'avoir géré des usines dans 13 pays. Fort intéressant au niveau des cultures, au niveau des pratiques et aussi sur le plan de la réalisation de soi-même. Pour conclure, je dirais que sur le plan de ce type d'activité, c'est très large, et la formation initiale que j'ai pu avoir avec le DESS-CAE, c'est de pouvoir de pouvoir dialoguer avec des professionnels dans des domaines assez pointus, que ce soit la finance, la fiscalité ou le droit des assurances ou autres choses dans différents pays. Et donc cette formation, je dirais, de gestion m'a permis de pouvoir apporter une certaine crédibilité à mes différentes fonctions que j'ai pu avoir dans différents groupes comme General Electric, comme Newell Rubbermaid, comme Stanley Works. Donc je vous encourage de bien vouloir suivre ce type d'expérience. Merci beaucoup. Alors Steve, vous êtes diplômé de l'Institut Paul Bocuse, donc sur une formation management international de l'hôtellerie et de la restauration, promotion 2010.
Donc voilà, alors moi je suis sorti, c'était un peu particulier puisque en fait on avait des cours qui étaient principalement à Écully, donc à l'Institut Paul Bocuse. J'ai fait la licence, j'ai été diplômé en 2010. À la fin de mes études, moi j'étais parti en Chine. Alors l'Institut Paul Bocuse, c'est vraiment la filiale que j'avais faite en partenariat avec l'IAE. C'est de la gestion hôtelière, donc on travaille dans des établissements principalement haut de gamme. Donc en Chine, j'étais au Shangri-La, pour ceux qui connaissent, c'est une chaîne d'hôtelière asiatique, hongkongaise. Et voilà, donc j'avais fait tout au long de mon cursus des stages dans des palaces, le Ritz, le Beau Rivage Palace en Suisse. Et en fait, c'est très bien comme environnement, mais à un moment donné, voilà, ça ne correspondait pas du tout à ce que je cherchais. Puis on avait un projet que l'on a développé pendant notre cursus scolaire qui était un concept d'hébergement de courte durée pour les aéroports, pour les zones de transit. Donc vous prenez l'avion, vous avez 6 heures d'attente, vous pouvez vous reposer 1, 2, 3 heures dans une sorte de box. Donc j'avais cette idée en tête et j'ai voulu la développer. Et en fait, à la fin de mon stage, j'ai appelé le directeur de l'école, Hervé Fleury, pour lui dire voilà, j'ai ce projet, je voudrais créer ma société. Puis il m'a dit donc l'Institut Paul Bocuse est en phase de création d'un incubateur d'entreprise pour ses étudiants. Reviens à Lyon, tu nous aides à monter cet incubateur et en parallèle tu développes tu valides ton modèle économique et puis tu développes ton projet. Donc en 2011 je suis revenu, j'ai travaillé au début surtout pour la validation du modèle économique, donc c'était assez rapide en soi. Et après, il y a eu un peu de communication dans la région de fait sur les magazines un peu locaux, ce qui m'a permis de trouver mon associé actuel. Fin 2011, donc, on a fait une première levée de fonds avec un troisième acteur, un fonds de pension. Et puis, on a créé une société qui s'appelle BW, donc Bléza pour B, qui sont mes associés, Wood pour moi. Et cette société a pour but de créer des concepts à caractère innovant, à faire attention parce que c'est un peu utilisé à toutes les sauces, mais dans l'hôtellerie-restauration, voilà. Et donc en fait on veut développer des marques. On avait pour objectif au bout de 2 ans d'en créer 3, dont la première, ce fameux concept dont je vous ai parlé qui s'appelle Breakbox. Et aujourd'hui, donc il y a eu plein de rebondissements. On s'est pas mal développé. On a construit le premier ici à Lyon. On a développé notre réseau commercial partout en Europe et surtout en Chine dernièrement. Donc là, aujourd'hui, on travaille surtout avec la Chine. Et pour ce concept-là, et puis nos 2 autres marques, une autre qui est une hôtellerie revisitée dans le sens, surtout dans tout ce qui est opérationnel, gestion, c'est presque un produit financier en fait qui est très intéressant pour les investisseurs et qui est très sexy en fait pour l'utilisateur. Vous avez sûrement entendu parler du Mama Shelter, peut-être pour d'autres, Citizen M, Yotel, donc un peu partout en Europe et aux États-Unis. Voilà, donc on se place un peu dans ce créneau-là. Et en fait, c'était très compliqué. Ça nous a pris pas mal de temps à trouver le terrain en question ou l'immeuble en question, parce qu'il y a plein de contraintes techniques. Puis on vient de le trouver. Donc, si tout se passe bien, d'ici quelques temps, le premier s'ouvre à Lyon. Et puis, troisième et dernière marque, et après je m'arrête là, c'est une marque de restauration rapide sur laquelle on a commencé à travailler en novembre 2013. Donc j'ai trouvé un chef, un ancien institut, pour pas être chauvin, et un designer avec qui on travaille. Et là, on est en train de mettre les cahiers des charges en place. On a trouvé un premier local près de la place des terreaux. Et donc vous serez tous invités si ça ouvre d'ici quelques mois. Voilà. Vous pouvez nous rappeler votre âge, Steve, s'il vous plaît? J'ai 25 ans. Voilà. Donc nous avons notre Steve Wood à nous. C'est pas le Steve Jobs, mais c'est notre Steve Wood, dont on est très très fiers. Je pense qu'on en entendra parler un grand moment. En tout cas, je vous le souhaite parce que vraiment, ce sont des très très beaux projets. Bravo. Vélina. Bonjour à tous. Donc, comme je vous le disais, je suis diplômée en 2012 du Master 2 Management des activités internationales. J'ai effectué un stage dans une société lyonnaise qui conçoit plutôt des logiciels de partage de l'innovation, si vous voulez, dans les entreprises. En fait, c'est des plateformes qu'on met en place dans les grands groupes et sur lesquels l'ensemble des employeurs peuvent partager des idées d'innovation, bien entendu dans des sociétés dans lesquelles l'innovation est primordiale, notamment dans la pharma et la biochimie, comme par exemple des sociétés comme Merck, Sanofi,
AstraZeneca, etc. Donc j'ai effectué mon stage dans cette société-là en tant que responsable d'un mini-projet, on va dire, de fusion de deux produits. Ensuite, à l'issue de ce stage-là, j'ai trouvé mon premier emploi en CDI en tant qu'ingénieur d'affaires ou technico-commercial, si vous voulez. C'est un job qui est assez particulier. Donc moi, je travaille dans une société de conseil en ingénierie dédiée au secteur de l'énergie. Donc tout ce qui est oil and gas, nucléaire, thermique, hydraulique, pharma. Et je suis la responsable du pôle nucléaire pour l'agence de Lyon. Je travaille avec des sociétés comme Areva, EDF principalement. Alors mon job au quotidien, alors j'ai plusieurs volets. J'ai un volet qui est purement commercial, de prospection, de suivi commercial, de relations clients. Un deuxième volet qui est de purement management, puisque j'ai une équipe de 22 personnes, donc je gère 22 personnes qui sont détachées chez des clients ou qui font des études chez nous. Et puis un troisième volet de recrutement, puisque je fais constamment du recrutement pour ces projets-là, pour ces études-là. Et puis à côté de ça, je réponds au quotidien à des cahiers des charges. Donc j'ai établi les réponses aux appels d'offres pour ces sociétés-là. Je fais des offres technico-commerciales, etc. Et vous aussi, rappelez-nous votre âge, s'il vous plaît. J'ai 26 ans. Voilà. Merci. Margot, alors vous êtes diplômée donc du Master Management International également. Vous nous préciserez le programme et vous allez nous expliquer votre choix et en quoi cela consiste. Alors, je ne vais pas faire beaucoup plus long, mais il faut savoir que le Master Management des activités internationales, c'est un master à double finalité qui est professionnel, donc comme Vélina vient d'expliquer, mais également recherche. Et c'était l'objectif d'avoir tenté cette expérience, pouvoir découvrir un petit peu plus que signifiait le mot recherche. Et donc ce master m'a permis d'avoir cette output, je dirais, puisque précédemment j'avais fait une école de commerce, donc le côté professionnel, j'ai eu l'occasion, ça a été très pragmatique, c'est quelque chose que je connaissais plus ou moins grâce à mes stages. Et du coup, là, l'objectif de ce master avec l'IAE, c'était vraiment de découvrir le monde de la recherche, ce qui m'a au final beaucoup plu. Et j'ai effectué également un stage, puisqu'il est obligatoire, je crois, dans ce master, et qui était sur une société d'organisation dans l'événementiel dans les jeux vidéo, et notamment les serious games. Et ce qui est attrait aujourd'hui à mon sujet de recherche, qui est le marketing sensoriel dans les environnements virtuels. Et donc, les serious games sont des environnements virtuels, mais sont une partie des environnements. Donc voilà, c'était la combinaison de cet aspect professionnel d'attraction sur aujourd'hui, on voit qu'Internet, c'est en développement, tout le monde l'utilise, et il y a des barrières pour les entreprises à attraper c'est pas le mot, mais à attirer les consommateurs. Et donc, moi, je recherche principalement à comprendre ces comportements et dans quelle mesure on peut aider ces entreprises à attirer les consommateurs. Donc voilà, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui. Il y a 3 volets également qui concernent la recherche. Donc, purement, le principal, c'est ma thèse, évidemment. À côté de ça, je fais aussi de la mission d'expertise en entreprise, et c'est aussi l'objectif de la recherche, c'est d'être valorisé au sein des entreprises pour qu'elles comprennent ce qu'on fait aujourd'hui, puisque la recherche en sciences de gestion est dédiée aux entreprises. On travaille pour eux d'une certaine manière. Donc la collaboration consiste à conseiller sur mes propres domaines, donc qui est le marketing sensoriel, le comportement de consommateur et les environnements donc dématérialisés. Et l'année prochaine, je commencerai l'enseignement au sein de l'IAE peut-être et de l'Université Lyon 3. Donc peut-être que je vous aurai en cours l'année prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Alors, si vous voulez compléter peut-être vos cursus, vous êtes bien sûr tous partis à l'international, vous avez vécu, travaillé, donc là on a des jeunes qui de toute façon eux aussi partiront et travailleront à l'international, je leur souhaite en tout cas. Laurie, vous avez passé 1 an au Japon ? Oui. Vous pouvez nous expliquer votre parcours à l'international pour le coup, est-ce que ça vous a apporté en termes de savoir-être, de savoir-faire professionnel ?
Oui, donc en fait, moi, j'étais en 3e année à Sciences Po, et la 3e année se fait obligatoirement à l'étranger. Et je suis partie au Japon, et à Osaka en famille d'accueil, donc immersion complète dans la vie là-bas, dans la civilisation, en sachant que je suis partie en pensant parler japonais et en découvrant assez rapidement que les quelques mots que je connaissais n'étaient pas vraiment suffisants pour me faire comprendre auprès de ma famille. Donc les premiers temps, c'est assez compliqué, c'est assez rigolo aussi, parce qu'on a des tas de situations de quiproquos. C'était un échange universitaire, donc j'avais surtout des cours à l'université de japonais intensif et d'autres cours de civilisation. C'est une année qui a été très très formatrice dans le sens où on apprend à s'ouvrir l'esprit, parce que le Japon, c'est de l'autre côté de la Terre, et c'est assez opposé sur beaucoup de leurs habitudes, beaucoup de leurs traits culturels. Donc on apprend à relativiser tout ce qu'on croit être de bonnes manières ou des choses comme ça, et à moins juger et à être sans a priori face aux personnes qu'on rencontre du coup après aussi. Sur cet aspect-là, c'était très enrichissant. J'ai aussi donné des cours de français à des Japonais, où on se rend compte que c'est extrêmement difficile de leur expliquer pourquoi on a 36 façons de conjuguer ou pourquoi on dit en et y. Donc c'était intéressant à ce niveau-là et plutôt marrant. Et c'était une année aussi où j'ai pu voyager à Hong Kong, en Corée, dans tout le Japon. Donc ça nous apprend à se débrouiller dans des pays dont on ne comprend pas la langue, où les gens parlent pas forcément anglais ou pas bien du tout. Et du coup, on parle avec les mains, on se fait comprendre d'une façon ou d'une autre. Et c'est vraiment... j'y ai pas travaillé, donc à ce moment-là, j'y ai pas connu d'expérience professionnelle, mais j'y ai appris en tout cas comment travailler avec des gens qui ne pensent pas de la même façon. Et aujourd'hui, donc, je travaille dans une entreprise japonaise avec des Japonais, et ça me permet de faciliter les relations dans l'entreprise et au quotidien. Merci. Daniel, si vous voulez compléter ce témoignage, puisque vous avez travaillé dans 22 pays, c'est ça? Et vécu dans 13 pays différents? Oui. OK. Oui, donc moi je suis tombé à l'international malgré moi, puisqu'à l'époque il y avait le service militaire, et donc il fallait faire son service militaire. Et donc je suis parti au titre de la coopération. Donc j'ai eu déjà 16 mois de découverte d'un autre pays. Et justement, comme vous le dites, ne pas forcément avoir des stéréotypes et de bien comprendre comment les choses se passent. Bon, c'était dans des activités de production, mais après, j'ai toujours recherché cette activité, malgré mon nom qui est pas très français. Je suis né à Lyon, donc j'ai eu du mal à partir de Lyon de trouver à cette époque des activités à l'international. J'ai eu la chance de rentrer chez Black & Decker en son temps, qui était donc à Dardilly. Et de là, j'ai pu développer, bien sûr, mon anglais technique, mon niveau d'anglais dans tous les domaines, et de pouvoir voyager déjà énormément, ne serait-ce qu'en Europe et aux États-Unis. Puis assez vite est arrivée la notion de low-cost country, et puis les développements sur le Far East. Et donc, j'ai eu à intervenir déjà à cette époque-là sur la Chine, qui était bien différente de la Chine d'aujourd'hui. J'ai eu la chance de rentrer d'après dans une autre entreprise qui s'appelle toujours Photowatt, que j'ai eu la chance de transférer de chez Philips à Caen à Bourgoin-Jallieu. Et là, cette société a été dans les mains de Shell. Et assez vite, elle a été vendue à un groupe nord-canadien, ATS. Et donc, j'ai eu comme directeur général donc un Texan. Donc, j'ai aussi appris pas mal de choses à ce niveau-là. Puis, les choses se sont mal passées entre lui et moi, d'ailleurs. Et donc, j'ai migré chez General Electric. Et General Electric m'a très vite confié des responsabilités en Pologne. Donc, je me suis retrouvé en Pologne en 2000. Donc, c'était différent de la Pologne d'aujourd'hui. L'Union soviétique avait laissé des traces assez importantes. Et moi, j'arrivais au titre de General Electric comme un cow-boy. Et donc, il a fallu quand même calmer les ardeurs de mon CEO et de mon CEO américain. Et donc, on a avancé d'une façon prudente pour développer à la fois ces transferts d'activités. Ce que j'ai fait aussi, c'est 37 transferts d'activités dans le monde, à partir soit d'un pays, soit sur un autre.
Donc là aussi, il y a une dimension internationale qui est intéressante sur le plan humain, sur le plan des connaissances, des coûts, des droits, des risques, parce qu'il y a beaucoup de risques dans les transports, dans les redémarrages d'unités de production. La notion de fill rate, je ne sais pas si ça vous dit, mais ça veut dire c'est le taux de service client, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de rupture. Et donc ceci est intéressant de voir les problématiques des différents pays. J'ai eu à transférer des activités en Inde. J'ai découvert que l'Inde était très complexe et c'était beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Et donc il faut être humble dans ce genre d'aventure. Je suis encore un peu en activité, plus comme salarié mais comme consultant. Donc j'interviens, si vous voulez, auprès de sociétés qui ont soit des transferts de know-how. Donc récemment, j'ai vécu et j'ai développé 2 usines au Kazakhstan, pays qui est en plein boom, qu'on n'entend pas tellement parler en France, alors que c'est le premier fournisseur d'uranium à la France, et qu'il y a quand même beaucoup d'Américains, beaucoup de Canadiens, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Japonais qui sont là-bas. Nous sommes très peu. Il y a Alstom, il y a Matra, il y a Eurocopter, il y a un petit peu des gens dans l'armement, mais très peu d'industriels, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ce pays est plein de richesses. Et donc, c'est une destination que les gens connaissent peu. C'est particulier, mais c'est plein d'argent. C'est en gros l'Arabie saoudite de l'Asie centrale, quoi. Voilà. Le reste à votre disposition si vous avez des questions. J'ai eu quand même aussi la particularité de vivre en Norvège, et donc à Narvik, 350 km au nord du cercle polaire, avec 3 mois de nuit. Et ça, c'est le plus terrible. Voilà. Quel parcours encore. Tessa, peut-être sur ton expérience new-yorkaise, sachant que tu triches un tout petit peu. Oui, je triche un peu. Non, c'est vrai, je triche un peu parce que je suis franco-américaine, donc j'ai la double nationalité, ce qui m'a permis de partir aux États-Unis sans me soucier de la question du visa, qui est quand même une question très importante pour les gens qui souhaitent partir aux États-Unis. Après, c'est vrai que ma famille, moi, est de la côte ouest. Ils sont de Californie, donc New York, je connaissais personne. Et je suis partie pour des raisons personnelles. C'était le bon moment pour moi de quitter Lyon. J'avais la sensation que si je le faisais pas à ce moment-là, je risquais de ne pas le faire. Maintenant, c'était en 2008, donc en pleine crise économique. Donc ça a été sur place un vrai challenge parce que je suis partie avec mes petites économies et un coût de vie extrêmement élevé et très peu d'emplois et très peu d'emplois pour des gens qui ne sont pas sur place, même si j'avais la nationalité américaine et que je n'avais pas du coup le barrage de la langue. Donc ça a été un vrai challenge et j'ai découvert de manière très vive cette notion de réseau parce que c'est extrêmement important et vraiment, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai frappé à toutes les portes, à insister et à enfoncer des portes qui étaient fermées, parce que sans ça, j'avais une période sur place qui était limitée, donc à mes économies, hein, tout simplement. Ça a porté ses fruits puisque j'ai fini par trouver un poste, comme je le disais tout à l'heure, à la mission économique. Évidemment, mon profil les intéressait avec le côté franco-américain et la connaissance des 2 langues. Et puis mon parcours de 3 ans au sein des relations internationales ici. Voilà, donc vraiment la question du réseau est très importante. Ça, je ne sais pas si Anne-Sophie, tu le sais, je suis partie également en Nouvelle-Zélande pendant 1 an dans le cadre de mes études, mais à l'époque, l'institution à laquelle j'étais rattachée ne proposait pas d'échange avec Auckland, donc j'ai choisi de partir par mes propres moyens. Donc à l'époque, j'ai discuté avec mes enseignants pour faire ma maîtrise en 2 ans, et il était convenu que l'année où j'étais en Nouvelle-Zélande, je rédigerais mon mémoire et je réintégrerais ensuite le 2e semestre de ma maîtrise pour compléter mon cursus. Donc c'est également important de garder à l'esprit qu'il y a des moyens de partir à l'étranger.
si vraiment c'est un souhait et que vous n'avez pas eu la possibilité dans le cadre de vos études. Cela étant dit, comme je travaille pour les activités internationales de l'IAE, je sais qu'il y a énormément d'opportunités qui vous sont offertes et il faut absolument vous en saisir si vous le pouvez. Ce sont de très très belles opportunités et à moindre coût, n'ayons pas peur de le dire. Donc c'est vraiment et la richesse d'une expérience à l'international à travers un échange, mais aussi à travers l'acquisition de compétences professionnelles et d'expériences, et quelle qu'elle soit cette expérience, hein, qu'il s'agisse d'un job, de travailler dans un café, de faire un stage sur un campus. Quoi que ce soit, vous allez développer des compétences dans un pays étranger et c'est ce qui va vous ouvrir et vous permettre de vous adapter donc sur le marché derrière, quels que soient vos interlocuteurs. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Peut-être Steve sur la Chine, par exemple? Alors, juste petite parenthèse, en fait, parce que tout à l'heure, j'en ai pas du tout parlé, mais moi, j'ai fait la licence, mais j'ai cru comprendre que quasiment tout le monde ici est en licence. L'IAE, avec l'Institut Paul Bocuse, pour ceux qui ça pourrait intéresser, propose un master maintenant depuis quelques années déjà, en management international de l'hôtellerie et de la restauration. Dans lequel en fait on parcourt tout ce qui est stratégie, marketing, finance et des notions un peu plus précises comme le yield management propre à l'hôtellerie, des choses beaucoup plus spécifiques et tout ça autour de l'hôtellerie et de la restauration. Et aujourd'hui, je ne sais pas, c'est des classes qui doivent faire entre maximum 15-20 personnes maximum c'est vraiment pas mal. C'est sur donc deux ans. Il y a peut-être une année zéro aussi pour une sorte de mise à niveau pour ce qui est de l'industrie hôtelière. Et puis voilà, donc c'est assez intéressant. Et ceux qui en sortent aujourd'hui travaillent principalement en fait dans des groupes hôteliers au niveau des sièges sociaux et pas dans l'opérationnel, bien que l'Institut veuille que tous les étudiants qui passent par l'Institut sachent que pour faire un bon manager, il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui changent les draps, qui nettoient des assiettes. Et voilà, donc il y a une partie, je crois que le premier stage se fait dans l'opérationnel, ou alors il vous impose d'avoir eu au moins une expérience avant de rentrer en master, en fait, pour voir un peu à quoi ça ressemble, en fait, tout simplement. Voilà. Maintenant, pour la Chine, je ne vais pas plus m'étaler. Enfin, tout ce que les personnes ici ont dit avant, c'est vraiment ça. Tout ce qui est le réseau, tout ce qui est l'aspect culturel. Moi, quand je suis arrivé en Chine, pareil, je suis parti avec mon sac à dos et je suis arrivé là-bas. Je connaissais pas un mot de chinois. C'est donc en 2010. Donc, c'était pendant l'Expo universelle. J'ai été accueilli dans des conditions assez différentes des standards français. Donc c'est très surprenant. J'ai été payé 60 € par mois. Même en Chine, c'est peu. Surtout aujourd'hui, surtout à Shanghai. Voilà. Donc voilà. Donc c'était pas très facile. Et puis en fait, petit à petit, j'avais un poste en fait qui était très intéressant. Je voulais absolument partir là-bas parce que j'étais dans les relations clients avec tous les clients un peu VIP. Donc j'avais aussi bien des clients chinois qu'asiatiques, mais européens, américains. Et en fait, j'étais un peu là pour c'était une sorte de concierge amélioré où enfin voilà, je travaillais avec le directeur aussi pour traiter tous les problèmes. Donc c'était quand même assez opérationnel. Et du coup, ça m'a permis de créer en fait un réseau assez important sur place. Et puis très vite, en plus de ce stage-là, j'ai trouvé un poste de direction de restaurant français. Alors restaurant, c'est 15 personnes ou 20 personnes maximum, c'était rien du tout, mais c'était un plus et ça me permettait en fait de développer mon réseau et d'avoir, c'était assez fun en fait. En soi, c'était pas très compliqué. Et puis Shanghai, c'est une autre vie complètement, donc voilà. Puis ça m'a permis donc de travailler au sein de l'hôtel avec des gens qui vivaient avec, en tant que job avec 150 € par mois, je crois, qui vivaient à 33 dans un appartement de 100 mètres carrés, ou encore ils étaient le père, la mère, la grand-mère, la sœur et lui dans un appartement de 15 mètres carrés, et d'autres à côté qui avaient des maisons, des châteaux un peu partout dans le monde, qui comptaient pas du tout à la dépense et qui vivaient complètement dans un autre monde, qui changeaient de voiture tous les jours. Voilà, donc ça m'a permis un peu de balayer tout le scope, on va dire. Et aujourd'hui, donc, dans le cadre de mon expérience à moi, on a fait le choix de se lancer en Chine pour développer notre première marque.
Et on avait un peu une connaissance du marché. Ça nous a pris un an, je vais y arriver, pour développer en fait notre nouveau réseau dans le milieu aéroportuaire, pour implanter nos breakbox. Et voilà. Et donc du coup, ça commence à se faire qu'aujourd'hui, petit à petit. Et c'est pas encore fait. Vélina, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Eh bien, pour éviter que ça soit très redondant, donc moi j'ai vécu pour ma part principalement en Europe. Déjà étant étrangère en France, la France est un peu l'étranger pour moi. J'ai vécu à Londres, à Zurich en Suisse pour mes études et puis pour un stage à Amsterdam. D'accord. Donc voilà, l'Europe reste quand même... si, c'est différent de la France, mais il n'y a pas les différences qu'on peut retrouver au Japon ou en Chine. Voilà. Ok. Très bien. Margot, si vous voulez. Hein. Je vais faire court également. Enfin, moi, j'ai vécu un peu aux États-Unis et travaillé là-bas, et également en Hollande dans le cadre d'un échange Erasmus. Et j'ai eu l'opportunité de travailler en Turquie également. Et ce qui rejoint un peu l'idée du Kazakhstan que Daniel disait, c'est que c'est quand même des environnements complètement différents. Et c'est là où je crois que j'ai vécu mon plus gros choc culturel, je dirais, parce que ça vous remet en question quand même pas mal de choses, aussi bien personnellement, mais aussi sur votre vision de ce que vous voulez faire derrière, du point de vue professionnel. Donc au contraire, c'est des expériences, je pense que tout le monde l'a dit, à vivre et à faire, et on vous encourage à le faire. Donc, sur ce point-là, j'ai rien d'autre à dire. Parfait. Alors, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions, ou est-ce que tout a été dit pour une première présentation? Ok. Alors, qui a des questions? La première est toujours plus compliquée à poser, mais après ça va, tout se passe bien, et la première aussi. Oui. Alors, ce que je vais vous demander, si vous voulez bien, c'est de vous lever et de nous dire qui vous êtes, de vous présenter à chaque fois. Bonjour, donc je suis en licence sciences de gestion. J'aimerais savoir, vous avez parlé de UbiFrance. Qu'est-ce que c'est UbiFrance ? UbiFrance, c'est les services économiques de l'ambassade. C'est des antennes des ambassades de France qui sont réparties dans divers pays à travers le monde, et ils aident les entreprises françaises à s'implanter. Donc, les employés font des veilles économiques, des études de marché, de la mise en lien, organisation de salons, participation à des salons pour des entreprises. En général, c'est les TPE, les PME ou les entreprises intermédiaires qui ont besoin d'un soutien pour leur projet de développement. Il y a tout type de postes et de profils, et je sais que c'est une source de recrutement assez importante pour les VI. Aussi bien les VIE que les VIA. Donc c'était pas mon cas personnellement, mais on avait des stagiaires et des VI et VIE et VIA qui travaillaient à nos côtés. Si je peux juste compléter un peu, moi dans le cadre de ma société, en fait, j'ai travaillé avec UbiFrance justement. J'ai travaillé à plusieurs reprises avec eux, notamment en Chine. Et pour un exemple un peu concret, nous on est parti à Pékin, on a montré notre concept à Pékin dans un salon. Et en fait, le salon il y avait un stand France, donc qui présentait plein de petites sociétés qui avaient chacun leur concept, leur business. Et en fait, tout simplement, ils nous ont aidés à trouver donc tout ce qui est contact, etc. Nous ont réservé une place dans leur stand. Et du coup, nous aide à communiquer. Voilà. Et là, on va créer normalement, si tout se passe bien sûr, une filiale en Chine cette année. Et on a fait appel au service de l'ambassade de Shanghai, donc UbiFrance à Shanghai, qui va nous aider avec tout ce qui est justement les démarches en fait pour s'implanter dans un pays. Donc voilà, tout simplement. C'est un bon soutien. Alors juste pour boucler ce sujet d'UbiFrance, on a reçu ce matin une offre de stage donc au sein de l'unité d'UbiFrance à Montréal. Donc on l'a publié bien sûr sur le site Link IAE Lyon, mais aussi sur la page Facebook. Donc elle est accessible, et donc Darine et Odile donc du bureau des stages sont à votre disposition si vous souhaitez candidater.
Voilà. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir Leslie, que je remercie parce que je sais qu'elle a couru après son rendez-vous, donc merci beaucoup. Leslie, je vais vous laisser la parole. Donc, vous êtes chef de projet dans une entreprise qui s'appelle 1839 et vous êtes diplômée du Master Management International, programme COMEX, Commerce Extérieur et Promotion 2010. Allez, on vous écoute. Voilà, donc je fais un petit flashback du coup sur l'entretien d'aujourd'hui. Donc en effet, j'ai fait un Master 2 en affaires internationales, option COMEX, donc à l'IAE ici. Par la suite, j'ai fait une petite parenthèse avec un projet de doctorat qui n'a pas abouti pour une histoire de bourse, et je suis rentrée 3 mois plus tard donc dans une société de conseil à l'export. Donc nous intervenons sur de la stratégie opérationnelle et on accompagne face aux différentes actions que l'on va définir avec l'entreprise, celle-ci sur un axe financier, sur un axe commercial, autour de tous les dispositifs que mettent justement à disposition l'État, la région et même l'Europe pour que les entreprises s'exportent, puisque nous n'avons pas la primeur dans ce domaine, en tout cas. Donc voilà, je ne sais pas quoi dire de plus parce que vous en êtes déjà aux questions-réponses. Je m'en arrête là et puis je vous écoute. Ok, merci. Alors, une deuxième question ? Oui. Bonjour à tous, c'est Kadi Anas de la licence, 3e année de licence Management et Économie appliquée. Donc j'ai juste une question, finalement cette mobilité internationale, donc quelles sont les conséquences sur votre vie privée, votre vie de famille de cette mobilité à l'international? Alors je pense que les conséquences vont varier suivant la famille en question. Je vais essayer de répondre. Sur le plan familial, moi j'ai eu la chance d'avoir une épouse qui m'a suivi en partie, donc ça c'était une bonne chose. Sur le plan de mes enfants, je me suis retrouvé quand même un jour des 20 ans de l'un de mes fils qui m'a dit je t'ai pas vu et tu m'as pas vu grandir, donc ça a été quand même un peu sévère. Effectivement, pour vous expliquer un petit peu le type de vie que j'avais, quand j'ai voulu garder comme base Lyon, je partais généralement le dimanche soir et je rentrais le samedi vers 1h du matin, quoi. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. C'est très épuisant. D'autres moments, donc, on avait des studios où on vivait dans des différentes maisons mises à notre disposition. Donc, on ne pouvait pas rentrer tous les week-ends suivre ce qui se passait au niveau de nos enfants. Donc, à la limite, ils avaient squatté chez nous. Donc, on n'était plus chez nous. Ils avaient leurs copines et tout ça, hein, puisque sur une période de ma vie, ils étaient déjà grands, ils étaient étudiants. Donc, c'était compliqué. On les a de temps en temps aussi emmenés visiter différentes villes quand c'était en Europe et aussi au Canada. Donc c'est très difficile. Et quand je vois auprès de mes collaborateurs que j'ai pu avoir ou que j'ai encore, c'est très compliqué quand les deux veulent avoir une fonction à l'international, parce que suivant les pays, c'est pas évident pour que l'un puisse se sacrifier par rapport à l'autre. Parce qu'il y a toujours ce problème de dualité de carrière. Et donc, j'ai l'exemple d'un très bon collègue qui a fait l'IAE en même temps que moi, qui a une carrière encore très importante à l'international. Il est passé par le Canada, il est passé par les États-Unis, par la Chine, par la Turquie, par l'Inde. C'est très difficile au niveau de son épouse et généralement il y a des séquelles. Alors à part le fait qu'il a une famille nombreuse et qu'il lui a fait beaucoup d'enfants, c'est quand même compliqué. Oui, mais je veux dire c'est assez déprimant quand même, parce qu'elle aussi elle avait fait l'IAE. Hein. Donc c'est pas simple, c'est le plus complexe. Puis je voudrais quand même dire qu'il y a quand même quelque chose, c'est que généralement quand vous avez une vocation à l'international, les cut-offs, c'est-à-dire les périodes de biseau, vous avez bien souvent 2-3 régions à vous occuper.
Alors c'est très intéressant sur le plan culturel, mais il faut à la fois gérer des activités qui sont en Asie et des activités qui sont en Europe, et puis des fois faire un reporting aux États-Unis. C'est-à-dire que sur le plan physique, vous êtes vite épuisé, et donc il faut pouvoir aussi se ménager à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à votre question, mais à mon avis, c'est chaque fois des cas particuliers, et au niveau du couple, c'est compliqué. C'est compliqué, et c'est un ouf au moment de la retraite, mais d'un autre côté, c'est moi qui me sacrifie en ce moment, parce que j'aurais toujours envie de continuer à voyager aux quatre coins du monde et à prendre des challenges. Et donc il arrive un moment où il faut penser quand même à la personne qui a fait quand même pas mal d'efforts pendant 40 ans de vie professionnelle, quoi. Voilà. Alors, à mon avis, il faut différencier la mobilité pendant les études et la mobilité quand on est dans la vie professionnelle. Moi, aujourd'hui, autant que recruteur, je peux vous dire, je rencontre 15 candidats par semaine. On regarde à 2 fois les CV sur lesquels il y a au moins une expérience à l'international, que ce soit des Erasmus, des échanges, des stages à l'international. Ça devient de plus en plus commun. J'observe depuis 1 an et demi une tendance croissante de partir à l'international, et c'est très bien. Aujourd'hui, on s'intéresse de moins en moins au CV où il n'y a pas d'expérience à l'international, peu importe si c'est pour un poste à l'international ou pas. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est partez tant que vous n'êtes pas posé, tant que vous n'avez pas de crédit ado, tant que vous n'avez pas acheté d'appartement, tant que vous n'avez pas d'enfant. Si vous ne le faites pas maintenant, vous ne le ferez jamais, et ça serait dommage. Parce qu'étant donné la concurrence féroce à l'heure actuelle pour tous les postes en France, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous êtes en train de vous bâtir un CV, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Ensuite, dites-vous que si vous voulez partir à l'international, il y a des contrats d'expatriation qui sont à votre avantage. Il y a des sociétés comme Areva. Moi, j'ai eu le cas avec Areva pour des projets en Finlande, sur la construction de la centrale nucléaire de Finlande. Nos consultants partaient avec leurs femmes, avec leurs enfants. Areva trouvait du travail pour la femme et payait l'école française pour les enfants. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Au contraire, les sociétés qui vont vous faire partir en expatriation vont faire en sorte que vous vous sentiez bien. Je voudrais juste ajouter sur ce point, c'est que c'est également valable pour la recherche. En doctorat, on nous incite fortement à partir en 2e semestre dans des universités étrangères et partenaires dans des cadres de recherche, donc de 6 mois. En général, c'est des périodes de 6 mois, voire peut-être d'1 an. Cela dépend des conditions. Mais c'est également favorisé parce qu'il faut savoir qu'en recherche, on ne parle pas que français, et on parle très peu français d'ailleurs. On parle anglais principalement. Tous les articles que je lis, pour la plupart du temps, sont en anglais. C'est indispensable dans tous les domaines. Et donc, effectivement, il faut partir. Et c'est également la meilleure période de votre vie pour partir aujourd'hui, parce qu'effectivement, vous n'avez pas vraiment, à part la tâche familiale peut-être qui est en France, elle ne vous empêche pas pour autant de partir. Au contraire, c'est plutôt celle qui vous soutiendra aujourd'hui que quand vous aurez votre propre famille installée. Quelque chose à ajouter, Steve ? Juste un petit commentaire à ce sujet-là, c'est aussi, ça dépend vraiment comment vous partez à l'international en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez décider de partir dans le sens où vous voulez vous installer dans un pays, et là vous serez plus en France, mais vous serez dans un pays, vous bougerez pas, vous pourrez faire une famille là-bas, il n'y a pas de problème. En tant qu'expatrié, j'ai rencontré des expatriés en Chine français qui y sont depuis 20 ans. Donc après, c'est aussi, vous pouvez partir à l'international sous cette forme-là, et après donc avoir une vie là-bas, donc c'est autre chose. Vous pouvez décider d'être en effet commercial ou autre, et là c'est toutes les semaines vous devez partir, revenir, et là c'est un peu plus compliqué. Pour mon cas personnel, donc moi j'ai 25 ans, j'ai décidé de m'installer à Lyon. Je ne suis pas lyonnais, je suis à Lyon depuis 6 ans à peu près. J'ai décidé de prendre un appartement à Lyon, de monter mes bureaux ici à Lyon, et dans le cadre de mon activité, cette année, je sais pas combien de pays j'ai visité cette année, mais j'ai pris une 40aine d'avions depuis le mois de janvier 2013.
Mais je fais toujours la démarche de revenir ici, de passer au minimum 2 semaines à chaque fois. J'ai pas de famille, pas de famille à ma charge, et c'est un choix à faire. Et après, c'est à vous de le gérer au mieux. Moi, j'ai la chance d'avoir la liberté de choisir si je veux partir ou pas, mais c'est aussi en fonction du projet que vous allez faire vous et que vous allez mettre en place que vous allez pouvoir en fait, c'est à vous de faire ce choix-là, en fait, si vous voulez. De toute manière, le job, on va vous le proposer, vous n'êtes pas obligé de le prendre, et vous pouvez aussi donner une direction à ça. Je ne sais pas s'il y en a qui veulent créer une société ou qui ont un projet entrepreneurial dans le futur, mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment libre à vous. Donc, mais par contre, c'est vrai que c'est important. C'est important de partir à l'étranger, je pense, aujourd'hui. Parfois même, c'est triste, mais parfois même plus important que le diplôme en question, en fait. Parce qu'il y en a tellement des diplômes sur le marché qu'au final, vous partez en Chine, vous avez beau dire IAE, sauf s'il y a des partenariats de mise en place, mais si vous partez sur des sociétés qui n'ont jamais... même Sciences Po, même HEC, même il y a des écoles où ça peut être les meilleures en France, il y a des sociétés, on n'en a jamais entendu parler, en fait. Donc, c'est vraiment... Juste un commentaire quand même où je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'histoire de diplôme. Je pense que dans les groupes internationaux, quand je parle de double compétence, c'est évident que si vous avez un MBA ou quelque chose, un master qui peut s'ajouter à un diplôme d'ingénieur ou d'autres formations financières, ceci vous établit et vous permet, je dirais, dans la hiérarchie, parce que quand vous êtes dans une division d'un groupe international, généralement, après, vous avez un réseau à l'intérieur et vous allez muter et prendre de nouvelles responsabilités, soit à l'intérieur de la même division, soit dans d'autres divisions. Donc, si vous n'êtes pas assis avec un diplôme au moins de ce type-là, vous aurez moins d'opportunités, malgré le réseau et malgré tout ce que vous avez pu entreprendre, parce que vous avez aussi à vous positionner à un certain moment. Et dans votre lettre d'introduction, on aime bien rappeler quand même votre diplôme, vos diplômes. Voilà. Je parlais pas en fait le niveau de diplôme est très important. Ce que en fait, je voulais dire, c'est l'école en soi, le nom de l'école, si vous voulez. Par contre, un master en telle spécialité, que si vous le faites dans une ou une autre école, quand vous partez à l'étranger, souvent, c'est pas le nom de l'école qui compte, mais c'est en effet le niveau de diplôme. Ça c'est pas la même chose. Mais après, c'est le réseau, c'est ce que vous en faites, vous, en fait. Et c'est pour ça que l'international, un CV avec un profil, même un voyage d'Erasmus, hein, ça fait la différence, en fait. Question suivante. Oui, au milieu. Bonjour, donc je m'appelle Charline, je suis en Master 1 en Management International. Et je voulais savoir si, selon vous, il y a une destination, un pays qu'il faudrait privilégier mieux qu'un autre pour une expérience plutôt stage ou alors VIE. Pour moi, la réponse est non. Parce que tout est question de ce que vous en faites, de votre stage ou de votre expérience à l'université. Vous pouvez très bien aller dans un pays dont les conditions vont être dures, où on va se dire que vous allez avoir du mal à vous adapter, comme en Chine ou dans les pays du Sud, où on a tendance à penser que c'est plus difficile, et puis être dans un contexte universitaire où vous allez faire le chemin campus-université tous les jours, dans un contexte avec que des étrangers, et où vous n'aurez pas fait tellement d'autres choses, alors que vous pouvez très bien aller... dans un pays un peu plus classique, entre guillemets, comme l'Angleterre ou l'Allemagne, et puis faire des petits boulots, discuter, rencontrer des gens, faire des différentes expériences. C'est vraiment, pour moi, pas une question de pays, ni de stage ou d'expérience universitaire. Les deux ont leurs inconvénients et avantages, les intérêts, mais c'est vraiment ce qu'on y fait pendant cette année. On peut très bien passer son année à rien faire, ou au contraire à faire plein de choses. Ce sera plus difficile à justifier si vous avez passé un an à Hawaï qu'à Shanghai, mais ça peut se justifier malgré tout. Alors, moi je suis d'accord avec vous dans le sens où, en effet, fondamentalement, tout est possible de faire partout dans le monde à partir du moment où on a une certaine volonté, peut-être une certaine chance aussi, je ne sais pas. Maintenant, quand on cherche à maîtriser quand même sa recherche de VIE ou de stage, je pense...
On aurait tendance à dire qu'il faudrait aller peut-être dans les zones qui sont émergentes aujourd'hui, hein, les entreprises qui vont être le plus à même à prendre des VIE ou qui sont le plus familiarisées avec ce type de contrat, ce sont peut-être les grosses entreprises ou les grosses PME. Et à partir de ce moment-là, en effet, aujourd'hui, c'est l'Asie, c'est la Chine, ça va être le Japon, parce qu'on n'y croit pas, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de marchés là-bas. Ça va être les États-Unis, ça va être l'Amérique du Sud, et puis ça va être la Russie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont trouvé beaucoup de marchés sur la Russie, puis qui aujourd'hui se redéploient différemment et qui ont encore des grosses perspectives. Bémol, par exemple, le VIE en Russie, il ne faut pas. C'est quand même intéressant de le savoir, parce que si on a envie de faire un VIE ou une expérience à l'étranger, en tout cas sous ce statut-là, sur la Russie, on pourrait avoir toute la bonne volonté du monde. Le VIE est considéré comme un sous-marin. Donc il y a quand même, à mon avis, une petite recherche à faire là-dessus. Il y a toujours des astérix un petit peu de partout. C'est toujours la différence entre soit je pars un petit peu tous azimuts et advienne que pourra, ou j'essaye de maîtriser pour faire la différence, parce qu'il y a toujours la théorie aussi de dire faut tendre vers la perfection aujourd'hui, puisque tout le monde tend vers les mêmes choses, mais je pense qu'il faut faire quand même cette recherche au préalable. Alors je suis arrivée, vous parliez d'Ubifrance entre autres, donc c'est des choses sur lesquelles il faut se renseigner. Eux le savent, ils savent les VIE sur lesquelles, les zones sur lesquelles il ne faut pas par exemple prendre ce type de statut, ou en tout cas arriver sans connaissance d'un marché, sans expérience ou sans réseau déjà intégré. Donc vous pouvez arriver en sortant de l'école, il n'y a pas de souci sur la Russie, à partir du moment où vous allez être intégré via un autre système ou un autre réseau. Je pense que c'est quand même une question à se poser, il faut faire un petit peu attention. Non, je vais très court, je parlerai plus en un seul mot, c'est cohérence. Entre ce que vous voulez, dans votre vie personnelle, encore une fois, ça rejoint la mobilité, mais la cohérence sur les expériences que vous aurez eues et les métiers que vous rechercherez après, il faut qu'elle soit évidente dans votre CV. Quand Vélina parlait du recrutement, elle regarde les expériences à l'international, mais évidemment, si vous avez fait un stage à Hawaï et qu'au final, vous voulez travailler dans les pays de l'Est et que vous ne parlez pas russe ou vous ne parlez pas une langue du pays proche, elle est où la cohérence d'être parti à Hawaï? Donc voilà, il faut que vous choisissiez les pays en fonction aussi de vos projets professionnels, ce qui implique évidemment de les définir quand même assez précisément. Ce qui n'est pas évident, mais voilà, il y a des structures comme Ubifrance, ERAI, il y a Oseo du point de vue finance qui vous aide aussi sur les projets de création et d'implantation. Donc il y a quand même des agences en France gouvernementales et aussi privées. La CCI est très ouverte à ce genre d'interaction avec lesquelles vous pouvez discuter de savoir quel pays aujourd'hui, selon vos projets, serait plus ou moins favorable. Donc voilà, c'était juste ça. Pour rebondir par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, ce qui est important, c'est la stratégie que vous avez derrière. Déjà, le côté linguistique est très important. Donc, si vous êtes faible, peut-être en anglais, il faut peut-être aller rechercher quelque chose justement dans un pays anglo-saxon. Vous avez généralement à parler 2 autres langues étrangères. Donc, par rapport à ceci, il faut savoir quelle va être la stratégie de votre job derrière, ou qu'est-ce que vous avez envie de faire. Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence, comme vous l'avez bien dit. Donc ça, c'est important. Au-delà de ces côtés linguistiques et culturels, il y a le fait aussi qu'il y a des zones qui se développent et d'autres, pour des raisons diverses ou variées, ne sont pas forcément aussi prometteuses que ce que l'on peut entendre sur les journaux. Ou à la télévision ou ailleurs. Donc il faut faire quand même une recherche sur laquelle vous voulez vous impliquer par rapport au choix de la destination et du type d'entreprise que vous souhaitez trouver. Je rappelle aussi que dans les grands groupes à l'international, vous avez quand même des écoles internes à l'intérieur ou des instituts internes ou des partenariats qui sont faits avec des groupes internationaux pour développer justement des gens qui vont vouloir travailler à l'international avec une certaine mobilité. Donc pensez aussi aux grandes sociétés où là on recherche des profils de gens qui sont prêts à travailler pendant 2 ans, parce qu'il y a la notion aussi de projet. C'est quelque chose, vous ne rentrez pas dans une entreprise uniquement pour travailler sur telle localisation, telle zone géographique. Donc les projets se créent, se finissent,
Et donc, on cherche de plus en plus de gens qui acceptent cette mobilité-là. Il faudra s'appuyer justement sur le côté linguistique et expérience d'un pays donné ou d'une zone donnée. Voilà. Moi, j'interviens aussi auprès des écoles d'ingénieurs, et donc c'est ce que je conseille à tous les élèves ingénieurs. S'ils veulent faire de l'international, c'est vite partir avant de travailler en France, quoi, de façon à pouvoir découvrir d'autres mentalités, d'autres façons de travailler. Voilà. J'ai une petite remarque à faire qui concerne vraiment la mobilité étudiante. Dans le cadre de votre cursus, vous allez passer des entretiens de sélection pour pouvoir partir à l'étranger. C'est extrêmement problématique pour les jurys quand on a 50 candidats qui nous demandent Montréal, qui n'ont pas présenté de test de langue, donc on n'a pas de possibilité de les réaffecter sur une autre zone, et qu'on a 3 places. Donc il faut quand même que vous soyez très vigilants en termes de choix de destination quand vous postulez à l'étranger. C'est pareil quand on a, c'est un exemple complètement au hasard, mais quand on a un étudiant en finance, par exemple, qui souhaite partir dans une université sans avoir vérifié s'il y avait un cursus en finance. Et c'est une université où il y a effectivement beaucoup de marketing, communication, et puis il n'y a rien en finance. Voilà, il faut vraiment que vous soyez vigilants quand vous remplissez votre dossier de candidature. Prenez le temps de regarder les universités avec lesquelles on travaille. On a des excellents partenariats de partout dans le monde, pas qu'au Canada. Cette année, on a eu un nombre de dossiers pour le Canada francophone qui était extraordinaire. Ça nous pose des gros problèmes parce que ces candidats qui ont postulé et qui ne seront pas sélectionnés ne pourront donc pas partir puisqu'on n'a pas de possibilité de les réaffecter. Et puis c'est vrai que c'est aussi c'est très intriguant quand on est face à des candidats qui veulent partir à l'international et qui choisissent une zone francophone. Moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Donc, soyez très vigilants au moment de remplir vos dossiers. Prenez bien le temps de regarder les universités avec lesquelles on travaille, les universités, les cursus qu'ils proposent, et puis gardez un esprit ouvert. Envisagez peut-être une zone, l'Amérique latine, avec laquelle on a développé énormément de partenariats. Et vous n'aviez pas forcément pensé à l'Amérique latine. L'Inde, bon, peut-être que ça intéressera pas tout le monde, mais c'est un pays où les cours seront enseignés en anglais. Voilà, c'est une possibilité aussi d'améliorer votre anglais avec des partenaires qui sont excellents. La Chine. La Chine, bien sûr. Oui, la Chine aussi. Une autre question ? Encore une fois, donc, vous avez beaucoup parlé de création de projets. Donc j'ai une question pour Monsieur Wood, juste pour le marché de l'hôtellerie et de la restauration m'intéresse beaucoup. Donc aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'il est toujours facile de pénétrer ce marché ou c'est un marché saturé? Et est-ce que les démarches administratives, et les démarches en général, sont faciles pour ce type de création de projet? Alors en fait, l'hôtellerie-restauration, déjà, c'est très large en fait, en soi. Est-ce qu'il y a une place à se faire dans l'hôtellerie classique, traditionnelle en tant que créateur de projet, j'entends, je ne pense pas. Enfin, c'est-à-dire que oui, on pourra toujours faire sa place si on se bat, si on joue des coudes. Maintenant, il y a un lobbying hôtelier qui est monstrueux. Donc aujourd'hui, copier Ibis, j'ai rien contre Ibis, hein, mais bon bref, voilà. Et essayer de se mettre sur les plates-bandes d'Ibis, c'est pas très difficile, ils sont partout. Ça va être très compliqué. Maintenant, l'hôtellerie-restauration, c'est les hôtels. Pour ce qui est de l'hôtellerie, c'est les chambres d'hôtes, c'est les appart-hôtels, c'est les croisières sur les bateaux, c'est les maisons de retraite. Si on part dans tout ce qui est para-hôtellerie, c'est les casinos, c'est les cinémas même. Enfin, c'est tout ce qui est une notion d'accueil, de réception, donc ça peut aller très loin en fait en soi. C'est plus le service. Là, je parle de mon expérience à moi. Quand on a créé la société, on s'est tout de suite mis sur un marché de niche, qui sont les aéroports. On a dû revisiter complètement le modèle économique, parce que on n'a pas du tout le même mode de gestion, c'est très compliqué. La preuve, c'est qu'il n'y en a pas aujourd'hui. Si les groupes hôteliers ne l'ont pas fait, c'est parce qu'il y a d'autres contraintes, beaucoup de contraintes d'ailleurs. Donc, dans le cadre d'un projet de création, il faut venir avec quelque chose de frais, quelque chose de nouveau.
Maintenant, en termes de facilité, clairement, il faut des sous. J'ai créé ma société en 2012. J'ai investi du temps et 0 €. Oui, parce que je vis, je mange, je dors, voilà, mais rien d'autre. J'ai pas mis un euro dans ma société. J'ai apporté autre chose, j'ai apporté le contenu, j'ai apporté l'idée, j'ai apporté le modèle économique. J'ai fait la recherche de partenaires, des gens qu'il faut les convaincre, qui ont cru. Et j'ai trouvé donc des financiers. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. Je crois même qu'aujourd'hui, on a beau parler de crise, mais il n'y a jamais eu autant d'argent à dépenser, qui est stocké, qui est mort, qui ne se dépense pas pour plein de raisons. Ce n'est pas le débat aujourd'hui. Mais il y a des gens qui cherchent à investir. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à investir. La France fait peur pour les investisseurs, clairement. Mais on peut encore faire des choses. Je pars du principe où il faut être vraiment optimiste parce que sinon, ça ne sert à rien. Et il y a des choses à faire. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir créer ma société en 2012. C'est une start-up. Donc, clairement, excusez-moi, mais on brûle du cash aujourd'hui. Ça fait 2 ans, en fait, presque, j'allais dire jour pour jour, mais même plus de 2 ans maintenant. On fait 0 € de chiffre d'affaires. C'était prévu, donc ça va. Mais voilà, je veux dire, on a des gens qui y croient, ça va sortir. Ça prend le temps qu'il faut. Si on a la tête sur les épaules, si on a des bons projets, après on n'y croit pas. Moi, il y a plein de gens qui ne croient pas du tout en nos projets, et il y en a beaucoup qui y croient aussi. Donc il faut s'accrocher à ces gens-là, et puis il faut y aller. Je pense que tout est faisable. Depuis que j'ai créé ma société, j'ai rencontré des gens de vous parlez de l'hôtellerie-restauration. J'ai rencontré des gens dans toutes les industries, des créateurs d'entreprises, et il y a de très très belles idées, et il y a beaucoup d'organismes. On parle du Bifrance, tout à l'heure on a parlé d'Oseo, il y a plein d'organismes qui vous permettent justement de vous lancer avec des sous ou sans sous. Voilà. Et l'hôtellerie-restauration, c'est un marché qui est très vieux, un marché qui est traditionnel, qui a du mal à bouger, mais il y a des nouveaux acteurs qui rentrent. Je parlais tout à l'heure de Mama Shelter, qui essaye de se différencier. Alors, il y en a qui vont dire c'est qu'un nom, c'est Philippe Starr qui vient, qui fout son design, et puis voilà. Il y a un petit peu plus que ça. Il y a des choses qui peuvent se faire. Après, je ne sais pas si vous avez un projet en particulier, mais en tout cas, moi je vous encourage qu'une chose, c'est surtout y aller, et puis et juste discuter, ouvrez-vous. Quand j'avais créé mon projet au départ, mon idée, je voulais en parler à personne, je voulais dire c'est secret, on va me le piquer. Si aujourd'hui quelqu'un me le pique, le monte et réussit, j'ai qu'une envie, c'est de dire bravo. C'est tellement compliqué que, au contraire, il faut y aller, il faut en parler, il faut discuter, il faut échanger, faut vraiment s'ouvrir, et il y a beaucoup de choses à faire. Clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Je crois que cette notion de partage et de communication, c'est valable pour tout, y compris pour votre projet, même si c'est un projet d'intégrer une entreprise à travers un stage ou un emploi. Parlez, exprimez-vous, communiquez et sachez dire ce que vous savez faire, ce que vous voulez faire, ce que vous pouvez faire dans une entreprise et où vous voulez le faire. Communiquer. Et là, les échanges que l'on a à travers ces témoignages sont déjà des premières opportunités de contact. Donc, soyez proactifs. Leslie ? Non, simplement pour rebondir sur ce que vous disiez, sur ce que tu disais également. Bon, moi, je suis pas du tout du secteur de l'hôtellerie ni de la restauration, mais une chose qui est vraie, en tout cas, sur le fait de partager ses idées, je trouve que c'est très important. Nous, souvent, ce qu'on dit, c'est n'ayez pas peur de la concurrence, servez-vous-en. Et c'est souvent un a priori qu'on a, et c'est bien malheureux parce que tout seul, on ne fait rien. En effet, il y a de l'argent qui est disponible à tout niveau, que ce soit pour des petits tickets d'entrée, des moyens tickets d'entrée ou des très gros tickets d'entrée. Il y en a. Le problème, évidemment, que l'arbitrage, il va se faire sur la base de données financières et éventuellement sur la base d'une stratégie. Et finalement, ça se résume dans la force de conviction. Et cette force de conviction-là, aujourd'hui, les affaires sont quand même plus compliquées qu'avant. Hein. Il y a 60 ans, on serrait une paluche et ça y est, on était millionnaire, grosso modo. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile. Et même si c'est un mot un peu barbare, c'est vrai que tout réside dans la préparation. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Krauthammer, 80% de la réussite réside dans la préparation. Et c'est heureusement, quand on a compris ça, une très bonne chance de pouvoir convaincre, c'est de préparer, de maîtriser, et c'est comme ça qu'on argumente. Et il y a bizarrement pas d'autre solution, que ce soit dans la recherche de vos emplois ou que ce soit dans la création d'un quelconque projet. Juste étant en recherche, effectivement, l'argumentation et la préparation est très importante, et ça passe par votre projet professionnel à l'heure actuelle. C'est ça qui fera la base, principalement, selon moi, c'est ce qui fera la base de vos réussites derrière,
que ce soit en création ou un poste ou en recherche, peu importe. C'est si vous y croyez et si vous avez vraiment une base sur votre projet dans laquelle vous croyez complètement. Voilà. Une autre question? Oui. Donc, moi, je m'appelle Philippe, je suis en Master 2 Comex, donc bientôt diplômé normalement. Je voudrais revenir sur la mobilité internationale et notamment hors du statut étudiant. Admettons, si après mes études, je décide de partir 1 an à l'étranger, pensez-vous qu'il y a un risque qu'on soit écarté du système et du marché de l'emploi français, puisque lors de notre retour, il y aura de nouveaux étudiants tout frais en fait, qui arriveront sur le marché de l'emploi et qu'on sera un peu écarté du système. Je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Juste une petite, mon avis, ma conviction personnelle, c'est pas du tout en fait, parce que si je prends vraiment ces jeunes étudiants tout frais, ils sortiront avec les mêmes connaissances que vous d'un point de vue théorique, sauf que vous viendrez avec une expérience qu'ils n'ont pas et qu'ils ne pourront pas avoir à moins qu'ils décident de prendre 1 an de leur vie. Et ce que vous allez vivre sur le tas, en fait, d'une certaine manière, vous allez revenir avec des connaissances que vous n'allez pas avoir aujourd'hui à l'université. Et c'est des connaissances théoriques que vous allez mettre en pratique, et vous allez voir que quand vous allez parler finances à l'école, c'est une chose, et sur le terrain, ça part dans tous les sens, et donc vous allez apporter de nouvelles choses, un nouveau point de vue, une vision qui est complètement ouverte, et ça ne va faire qu'enrichir en fait votre profil et apporter ça à l'entreprise en disant vous avez votre stratégie, moi je la connais, j'ai fait mes études en France, je suis français, j'ai fait mes études en France, et en plus de ça, j'ai vu ce qui se fait ailleurs, donc c'est que du plus pour vous aussi. Pour moi, c'est vraiment qu'enrichissant. Alors oui, d'accord, évidemment toujours avec le bémol de dire c'est très tentant de partir à l'étranger, on peut aussi arriver à l'étranger puis se confronter aux mêmes problématiques que l'on va se confronter en France en n'ayant pas d'expérience, en ne rencontrant pas les bonnes personnes, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc toujours pareil, préparer son départ, évidemment. Évidemment que si vous avez une expérience à l'étranger, que vous revenez en France, alors ce sera toujours très très bien accueilli parce que c'est terrible ce que je dis, mais c'est vrai qu'en France, hormis les grands champions français, vous allez émerveiller l'entrepreneur qui, lui, ne va pas forcément avoir cette facilité à partir. Donc, il va s'appuyer sur vous, il va s'appuyer sur votre connaissance d'un marché, si évidemment, à un moment donné, ça rentre en corrélation. Mais il faut quand même toujours bien préparer, et préparer son départ, préparer son retour. À partir du moment où vous avez transformé ce voyage qui n'en sera plus un, en expérience, évidemment que ce sera un plus. Maintenant, si ce n'est pas le cas, il y a la difficulté aussi que vous allez arriver, si vous avez fait qu'1 an de voyage, le justifier 1 an dans lequel vous n'avez pas acquis plus et que vous êtes au même niveau que ce jeune qui va arriver sur le marché et qui va encore avoir la mémoire fraîche et encore beaucoup plus malléable pour l'entreprise, chose que certaines entreprises, peut-être pas en France, mais à l'étranger, sont très sensibles aussi. Je voulais dire à peu près la même chose, simplement vous donner une expérience que moi j'ai eu un échec, parce qu'il n'y a pas que des réussites. Donc à un certain moment, j'ai voulu migrer au Canada. Et donc je voulais effectivement me développer là-bas. Ce que j'avais oublié, c'était que la conjoncture de ce pays-là, je n'avais pas assez préparé ma destination, et que la conjoncture, entre le moment où j'ai fait mes démarches et le moment où je suis arrivé, la crise est arrivée à ce moment-là. Alors que pour les Canadiens, c'était évident. Moi, j'étais resté sur une idée qui était de 6 mois avant. Donc, il faut bien réactualiser les choses, parce que les choses vont des fois très vite. Et donc, ce qui peut être vrai à un instant T, 9 mois après, ça peut être complètement différent. Mais de toute façon, par rapport à la morosité française, aux pessimistes français, allez à l'étranger, vous verrez, vous apprendrez certainement quelque chose. Si vous avez un peu de feu sacré, vous reviendrez vous aurez fait un bon investissement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Juste moi pour... Ah oui. Oui, je voudrais juste dire que dans notre société, on est toujours en recherche de gens, et les gens
qu'ils étaient un étranger sont vus toujours, c'est quelque chose de plus intéressant que les gens qui sont restés toute leur vie ici. Donc on vient de prendre maintenant 4 personnes, je crois, c'était tous les gens qui sont bac, mais c'est les gens qui sont vécus en Nouvelle-Zélande, Australie. Si vous voulez, chez nous, on n'est pas intéressé par votre diplôme, c'est Master 1, même MBA, je sais pas, ça ne nous intéresse pas, c'est plutôt si vous parlez des langues, si vous avez vécu à l'étranger, parce que l'école, vous pouvez avoir un diplôme, mais ça c'est pas le plus important. C'est plutôt une personne qui a voyagé, qui parle de langue, c'est beaucoup plus important, intéressant pour nous comme quelqu'un qui a vécu toute la vie ici, fait le master, doctorat, je sais pas quoi. Pour certains métiers, c'est peut-être très intéressant, mais pour nous, c'est plutôt les gens qui ont pris le risque, ils sont allés à l'étranger, ils parlent de langue, et voilà. Donc, c'est définitivement quelque chose de bon, moi je trouve. Si vous voulez travailler dans la logistique, comme notre société, c'est une bonne chose. On cherche les gens comme ça. Alors c'était une des questions que je voulais vous poser, Robert, justement, puisque CH Robinson recrute vraiment, et recrute des gens diplômés aussi, s'il vous plaît. Oui, le diplôme, comme le disait Daniel, reste primordial, puisque vous ne ferez pas toute votre vie chez CH Robinson, et que de toute façon, vous serez confronté à la concurrence, donc passez votre diplôme. Oui, c'est diplôme très bien. Puis on a une recherche, maintenant on cherche les gens qui parlent allemand, allemand, anglais. Oui, parce qu'on a une équipe qui fait Benelux allemand. Il y a une personne qui va partir, donc on cherche une personne qui parle bien anglais et allemand, parce que si vous travaillez avec le client allemand, le transporteur allemand, c'est toujours mieux de parler de la même langue. Donc oui, on cherche ça. Diplôme est toujours important, mais après, quelqu'un diplôme, si vous avez un diplôme, vous ne savez pas négocier, vous ne savez pas téléphoner, vous ne savez pas parler, ça ne nous aide pas. C'est vrai. Voilà. Je pense qu'il a raison d'une certaine façon. Après, le diplôme, hormis dans des domaines très techniques, et dont quand même les diplômes d'ingénieur, parce qu'il y a un moment donné, on leur demande une certaine technicité. Sinon, surtout, ce que l'entrepreneur va acheter, il va investir sur vous, c'est une capacité d'apprendre, une capacité de travail. C'est vrai que quand on arrive à des niveaux, bon, si on est sur du bac +2, sur du BTS, on est très très opérationnel tout de suite, et ça intéresse beaucoup d'entreprises. Si on est sur des études supérieures jusqu'au master, ce qui est intéressant, c'est la capacité de réactivité, de comprendre vite les choses et d'absorption. Et ça intéresse. Et en ça, quand même, le diplôme a une valeur ajoutée, je pense. Voilà. Je voudrais juste ajouter une chose par rapport à la mobilité internationale, parce qu'on parle beaucoup de partir, mais il faut aussi penser dans le sens de revenir. C'est-à-dire que j'ai une connaissance qui est partie au Brésil, et son entreprise, c'est une entreprise internationale, lui a demandé de passer, il a fait tout son cursus à l'international, il a fait toutes ses expériences à l'international, et ils lui ont demandé, mais vous êtes français, et vous n'avez aucune expérience en France. Donc, ce qui peut paraître paradoxal, mais effectivement, c'est aussi bien d'avoir une expérience en France. Donc, à savoir, à vous, encore une fois, dans votre projet, de le caser à un moment donné. Mais partir, oui. Si vous avez pour projet de revenir après, il faut aussi penser qu'il y a l'expérience française. On a un savoir-faire. Vous apprenez en France, donc ça veut dire que la France est quand même... je suis en recherche, donc c'est vrai qu'en plus, je le valorise d'autant plus, c'est qu'on a quand même des connaissances. On vous apporte des compétences. Que vous expatriez à l'étranger, les étrangers qui viennent en France, c'est le chemin inverse, donc il faut y penser. Avoir une expérience uniquement à l'étranger n'est pas forcément favorable pour des grands groupes quand ils veulent aussi que vous ayez vos propres bases dans votre pays d'origine, parce que là d'où vous venez fait aussi votre force. Donc si vous ne connaissez pas votre propre marché, à l'étranger, ça peut vous poser des problèmes également. Oui, oui. Alors, moi, je connais un petit peu moins le côté grand groupe parce que j'y ai peu touché. Mais je pense que globalement, en tout cas, pour parler de votre recherche d'emploi, du fait de partir, de revenir, d'arriver avec de l'expérience, un peu moins ou pas, et particulièrement dans cette période de frilosité, parce que les entrepreneurs sont particulièrement frileux, c'est vraiment d'être proactif finalement. Alors quand on dit d'être proactif, de proposer, d'être force d'innovation, d'intellectualité,
centralise beaucoup tout ça. C'est un peu compliqué des fois d'être force de proposition quand on sort de l'école. Ceci étant, c'est vrai qu'on a eu tendance, en tout cas en France, à avoir beaucoup de ce qu'on appelle les fonctions non productives. Hein. Donc j'ai un diplôme, j'ai un petit taf, je viens, je pointe, je rentre à 8h, je pars à 17h. Les entrepreneurs, ils sont à court aujourd'hui de gens qui se déplacent, de gens qui vont chercher du partenaire, du distributeur, qui vont monter des projets, que ce soit ici ou ailleurs. Je pense que si ça, vous le faites ressentir, ce sera déjà bien gagné, à mon avis. Et c'est un petit peu le principal qu'il faut retenir, parce qu'aujourd'hui, c'est ce à quoi se confrontent en tout cas les entrepreneurs, c'est trouver des gens qui ont le courage d'y aller, qui ont le courage de tenir, et qui n'ont pas peur de se prendre un peu des portes aussi. Alors, 2 questions. On a... Alors, bonjour. Mon point de vue, c'est un peu différent parce que je m'appelle Jacopo Saba et je viens d'Italie. J'ai fait les doubles diplômes. Je suis un Master D de Management International ici. Et maintenant, mon problème, bon, ce n'est pas vraiment un problème, mais je cherche un stage. Mais ça que j'ai trouvé, c'est que vous avez dit beaucoup de fois que c'est très important de connaître l'anglais, de connaître des langues. Mais par exemple, je suis bilingue anglais, mais je ne suis pas bilingue français. Et donc, j'ai trouvé que le problème, c'est ça. Beaucoup de fois, vous avez dit que c'est très important, mais quand même, dans les offres du stage, il y a... Qu'est-ce qu'il demande, c'est un anglais, c'est apprécié, mais ce n'est pas une chose qu'il demande forcément. Et donc, j'ai trouvé... Donc, je voulais demander s'il y a une préférence pour les Françaises ou s'il y a quelque chose que je peux dire ou je peux mettre dans mon CV ou dans ma lettre de motivation pour m'aider. Pour ça. Tu cherches en France, en fait, c'est ça? Oui. À Lyon, ça c'est mieux. Je dirais juste, peut-être regarde, selon on ne connaît pas ton projet, quel type d'entreprise tu vises aussi. Il y a aussi ça, ça dépend peut-être les secteurs également, qui privilégient peut-être, si c'est du marché franco-français, c'est sûr que ça va être, voilà, faut peut-être spécifier ça dans ta recherche. Je crois que tu voulais dire quelque chose. Moi, je voudrais... Oui, non. Vas-y. Je crois en Sophie, elle sait que pour moi c'était super. J'étais dans la même situation aussi, mon français, maintenant ça va. Je me débrouille, mais comme j'étais ici, comme je fais mes études, je fais en anglais. Anne-Sophie, elle sait que c'était super difficile pour moi de trouver ce stage. De toute façon, il faut chercher. Je crois que tu vas trouver, mais sinon, tu peux m'envoyer ton CV aussi. Je peux te donner mon email. On peut essayer de trouver quelque chose chez nous parce qu'on prend les stagiaires. On a un service qui fait Italie en Grèce, donc peut-être il y aura en place. Je sais pas, il faut que je demande mes patrons, mais on prend les gens qui parlent. Vous pouvez voir comme moi, je ne parle pas super bien français, mais il faut parler un peu français, mais oui, anglais, italien, ça c'est quelque chose qui nous intéresse, donc je crois qu'il faut vraiment essayer ton mieux. Donc, si je trouve, tu vas trouver aussi, je suis sûr. Donc, il faut juste persister. Voilà, il y a espoir pour tout le monde, je crois. Moi, je vais dire quelque chose de très théorique, parce que c'est vrai que ça, c'est pas de chance. Le français adore sa langue, et il aime quand elle est maîtrisée. Et ça, avant que ça change, à mon avis, passera quelques millénaires. Mais non, ce qu'il faudrait peut-être faire à ce moment-là, c'est que quand Anne-Sophie Guéot dit être proactive dans ses lettres de motivation, ça peut être justement de mettre en avant évidemment ses compétences et carrément de demander au niveau des services ADV, administration des ventes, assistana commercial, etc., ce que l'entreprise recherche. Nous, dans tous nos clients, en effet, il y en a qui vont dire je veux de l'anglais, puis fondamentalement, très bien parler anglais, c'est pas vraiment nécessaire. Et puis, ils ont plein de zones dans lesquelles ils exportent, dont l'Italie. C'est le S espagnol, non ? J'ai cru reconnaître, ou d'autres langues. Et ils vont chercher à un moment donné quelqu'un qui va très bien savoir parler. Simplement, le problème, c'est qu'en tout cas, sur les PME, ils ne savent pas le formaliser sur leur fiche de recrutement. Donc, ils vont dire cherche assistant commercial, bilingue anglais parfait, espagnol, italien plus. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Sinon, ce n'est pas du tout formalisé. Donc, en fait, il y a une perte d'information. Et il faut aller la chercher, cette information. Alors, c'est vrai que on est toujours en train de dire
demandez aux entreprises, prenez des informations, etc. On ne le fait pas toujours. Malheureusement, il faut passer par là parce que cette information-là, elle n'est pas sur le site, elle est pas sur la fiche de recrutement, sur le poste de recrutement, parce que c'est très mal formulé. Et pour ce faire, eh ben, il faut connaître un petit peu le ventre de l'entreprise. Et le ventre de l'entreprise, c'est pas forcément non plus tout ce qui est ADV et tout ce qui est assistant commercial qui est mis en avant, ni les zones sur lesquelles ils vont mettre les plus gros marchés et basta. Donc, il faut aller chercher cette information. C'est là-dedans que réside la difficulté. Ça peut être une solution de mettre dans son CV, voilà ce que je fais, si vous avez tel et tel service, c'est bien. Je pense que le mieux du mieux, c'est de rencontrer les gens et de proposer directement et de demander, autant que faire se peut. Si je peux juste intervenir, c'est vrai que en fait, en France, pour être en France, tu as en fait un handicap qui est tout bête, donc c'est celui dont tu viens de parler. Pour la petite anecdote, j'ai embauché il y a quelques mois une stagiaire chinoise, dans l'idée quand même qu'elle nous aide à développer nos activités en Chine aussi, ou qu'elle participe au développement. Et en fait, lors de l'entretien d'embauche, donc j'ai vu plusieurs profils, elle m'a dit, voilà, en effet, je viens de Pékin, je suis chinoise, je suis à Lyon, je cherche une expérience dans une entreprise française. Je comprends que mon atout, c'est le chinois, mais j'aimerais travailler sur d'autres choses et pas que avec la Chine. J'aimerais pas me retrouver toute la journée à parler le chinois, parce que je suis en France et j'aimerais... voilà. Je pense que... il y a des postes qui sont très définis. Pour nous, clairement, elle passait sa journée à négocier avec des Chinois sur des choses. Oui, c'est comme ça. Par contre, en faisant la démarche, elle, de se dire, je suis ouverte et j'ai vraiment... Et son français est bien moins bon que le tien. On n'a pas vraiment eu l'occasion de parler, mais je veux dire, ne serait-ce que là, dans l'échange en quelques secondes, j'en suis persuadé. Et en fait, le fait qu'elle montre qu'elle est ouverte, et nous, on travaille sur un projet avec la Chine, on en a d'autres, on a d'autres projets, et se dire, quelqu'un qui est motivé, qui est disponible et qui a envie de voir autre chose aussi, qui fait l'effort aussi de parler français, parce que l'effort, il est là, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Et c'est ce que je voulais dire aussi sur un deuxième point à vous tous, c'est que souvent, on cherche des offres d'emploi. Depuis que j'ai monté ma société, moi j'ai eu énormément d'offres spontanées. Et pour moi, c'est celles que alors je ne sais pas comment elles sont perçues, mais c'est vrai que moi, de ce que j'ai vu, de tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui ont leur propre entreprise aussi, et je parle de PME plus ou moins grandes, il y a vraiment de tout. Les candidatures spontanées, moi je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut par contre bien la préparer, il faut bien savoir ce qu'il y a en face, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de consacrer un peu de temps à regarder les entreprises qui vous plaisent et pas les offres qui sont disponibles dans un premier temps. Et allez-y presque au culot, mais en sachant ce que vous faites, c'est-à-dire en connaissant pourquoi cette entreprise, quel est le projet, et allez même, soyez proactifs et même proposer un projet. Il y a beaucoup de sociétés qui ont envie d'embaucher, qui ne peuvent pas, pour des raisons principalement économiques. Parfois, elles hésitent. Et le fait de voir un candidat qui se dit, lui, il est vraiment motivé et je sens que je vais pouvoir faire quelque chose et que ça va être rentable, en fait, au final. Pas seulement d'un point de vue, pas d'argent seulement, mais vraiment en termes de résultats sur le développement. Je pense que c'est quelque chose qui est très, très bien accueilli. Donc, je pense que la première chose, c'est déjà de te renseigner. Alors, tu auras toujours un avantage sur les sociétés italiennes. Tu es italien, c'est ça ? Ouais. Tu auras toujours un avantage, un atout, parce que tu es italien, en France. Donc, en fonction de ton projet, mais je te conseille déjà de débuter par ça, de regarder toutes des... Même j'imagine qu'il y a un consulat, voilà, le champ de commerce, oui, bien sûr. Tu renseignes là-dessus. Il y a plein de sortes de... C'est pas des meetings, mais c'est des sortes d'événements organisés par pays. C'est très, très régulier, ça arrive très souvent. Et il faut y aller, il faut frapper aux portes. Ce que tu as fait à New York, par exemple, et il faut y aller. Et tu verras que même les candidatures spontanées sont parfois, c'est les plus dures pour faire la démarche, mais il y a des choses. Et ensuite, n'aie pas peur, parce que même si les gens veulent en France, c'est vrai qu'on aime les gens qui parlent bien le français. Enfin, je dis pas ça, je m'en fous. Voilà. Mais il faut pas que tu le présentes comme une faiblesse, parce que si tu veux, tu as un accent, mais c'est tout. C'est vrai, je veux dire, donc il faut que tu dises, oui, moi je fais mes études, je suis en master, je suis à l'IAE, mon français, je ne vais pas vous écrire des poèmes toute la journée de toute manière, je sais me débrouiller, je peux prendre un appel, voilà. Et ton atout, il est aussi là. Donc voilà, c'est pas facile, mais il faut pas... Oui, tu sais, je suis dans le même... Pardon. Vas-y. J'ai pas vu que tu voulais... Tu sais, je suis dans le même cas que toi. Parce que moi-même, je suis étrangère en France et pendant un long moment, ça m'a porté préjudice.
Jusqu'au moment où on a décidé de me donner ma chance, on m'a fait confiance, ils ne se sont pas trompés. Aujourd'hui, 1 an et demi, je suis chef d'équipe. Je travaille avec des sociétés comme EDF, Areva, des personnes qui ne sont pas simples, des sociétés qui sont très compliquées. Donc, perds pas l'espoir, continue comme ça et à un moment donné, quelqu'un va te donner ta chance. Peu importe les fautes que tu peux faire, peu importe ton accent, tu vas t'améliorer. Il suffit qu'il y ait une seule personne qui te donne ta chance. C'est ça. Oui. Juste, je crois qu'il y a 2 choses qui sont très justes qui ont été dites, mais effectivement, le fait d'être italien, il faut que tu en joues comme d'un atout. Et ensuite, quand tu recherches des entreprises, que ce soit par le biais de la CCI, les rails, les enseignants d'italien, tu peux aussi aller les voir, j'imagine. Moi, ce que je ferais personnellement, ce que j'ai fait dans le passé et ce que je ferais à ta place, c'est de demander 15 minutes de leur temps dans le cours de la semaine, 15 minutes autour d'un café pour présenter ta recherche. Si ce n'est pas eux, ce sera peut-être un ami d'amis, le beau-frère d'un ami d'amis, etc. C'est comme ça que tu arrives à mettre le pied dans une porte et à trouver un stage ou un emploi. C'est valable pour tout le monde. C'est bien, je pense, les candidatures spontanées, c'est vraiment très très bien. Maintenant, 15 minutes dans la journée de quelqu'un, c'est pas grand-chose. À mon avis, c'est rarissime que les gens vous refusent 15 minutes. Et ça te permet de rencontrer quelqu'un de face à face qui se souviendra de toi et qui se souviendra de toi au moment où il est à un dîner en train de découvrir qu'une des personnes autour de la table cherche un stagiaire ou est en train de créer un poste et que ton profil correspond. Alors, je rajoute encore un truc. Oui, en effet, donc l'importance du réseau, ça c'est sûr. De la même façon que le français aime son français, l'italien aime l'italien. Et on est en Rhône-Alpes. Et il y a plein d'entreprises qui exportent vers l'Italie. Enfin, économiquement, on connaît les chiffres, etc. Donc, ça ne devrait pas être trop compliqué de trouver un Italien. On fait une vie qui m'entoure. Ils sont de partout. Donc, ça, non, mais c'est vrai. Il y a quand même non, mais on rigole, mais c'est très terre à terre ce que je dis. Alors, pour le coup, c'est pas du tout théorique. Mais c'est vrai que cette communauté-là, de la même façon, s'entraide énormément. Moi, mon directeur est italien. J'ai fait un voyage en Italie pour mon Erasmus à Turin. Je suis venue. Je suis sûre que c'est parce que je parlais italien qui m'a prise. J'en suis persuadée, au-delà de toute autre chose. Donc ça, il faut que tu t'en serves. Et en plus, on est quand même dans la région où il y a des échanges économiques et qu'il y a quand même nombre de boîtes qui opèrent là-dedans. Voilà. Merci beaucoup. Je confirme que la région est très impliquée avec l'Italie. Elle va être de plus en plus impliquée avec l'Italie, avec de très grands projets de transport. Je pense qu'il y a énormément de sous-traitants italiens qui travaillent pour l'industrie de Rhône-Alpes. Donc il faut aller peut-être voir les conseillers du commerce extérieur. Et tu vas trouver. Et ce n'est pas un obstacle. On a aussi beaucoup de partenariats professionnels à l'IAE et notamment avec Irisbus. Donc, venez voir Darine et Odile. Et de façon générale, moi, j'ai été assez surprise quand je suis rentrée, en tout cas, dans le monde du travail, parce que quand on est étudiant, c'est vrai qu'on croit peu à la candidature spontanée. Elle est compliquée. Il suffit qu'on tape les belles boîtes au premier abord, parce que c'est celles qui ont le plus de visibilité. On vous dit gentiment de retourner sur le site et de candidater. Par contre, il y a une réalité sur tout le tissu économique plus petit, hein, des petites PME, voire même des TPE. Moi, je vois chez mes clients, il y a un truc qui m'a énormément étonnée, c'est que souvent, l'entrepreneur, peu importe, le recruteur, tape dans l'entourage, voilà, je cherche quelqu'un, est-ce que tu connais quelqu'un? Et puis moi, j'ai mes clients, ils m'amènent une fiche de recrutement. Et ils s'en arrêtent là, comme si c'était Dieu. Comme si le marché ne se résumait qu'à cette personne. Alors ils rentrent dans des problématiques pas possibles en disant oui, mais le salaire ça va pas, ils se prennent la tête. Ils ne cherchent même pas à élargir le champ des possibles. Et cette difficulté-là, elle est de partout. Elle est de partout parce que on n'a pas toujours un service recrutement, que le service RH fait principalement de la gestion de paye, qu'on prend pas le temps, comme je disais, de formaliser ses fiches de poste, etc. Donc finalement, si la candidature spontanée paraît dure, il faut relancer, il faut revenir dessus, etc. Mais en réalité, c'est très apprécié. Et moi, j'ai beaucoup de gens qui disent, mais quand bien même ils mettent des offres en ligne, ils n'ont pas de retour. Donc, sur ces deux analyses de marché terre à terre, je pense qu'il y a quand même une belle opportunité pour s'insérer et trouver des offres. Simplement, voilà, c'est du travail. C'est toujours pareil. Une dernière chose avant votre question, parce que j'ai vu que vous en aviez une.
Ça n'a pas tout à fait rapport avec la barrière de la langue, mais moi, par exemple, j'ai fait une candidature spontanée chez L'Oréal pour un poste, on m'a pris pour un autre, alors que je m'y attendais pas du tout, j'avais été refusée pour le premier. Donc, et on m'a rappelé derrière en me disant non, mais en fait, vous correspondez pour ça. Donc, quelle que soit l'entreprise, et là, c'était pas une question de barrière de langue, mais des grands groupes comme ça, eux, ça leur pose pas de problème la langue. Donc, que vous soyez, même si vous parlez pas bien français, ils vont pas regarder ça. Donc, tapez aussi bien chez les gros que chez les petits. Il faut regarder partout. C'est les compétences qui priment, en général. Chez Seb, le campus manager France s'appelle Daniele Colari. Voilà. Ce que nous disent... voilà, tout est dit. Ce que nous disent nos entreprises partenaires lorsque l'on tente d'accompagner nos étudiants en échange, nos incoming, nos étudiants étrangers, c'est qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est bien sûr l'anglais, une autre langue et un niveau français minimum pour pouvoir échanger avec les collègues à la machine à café, pour pouvoir savoir si vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée, pour pouvoir vous intégrer à l'équipe dans laquelle vous allez travailler. Après, la langue de travail, dans certaines entreprises, sera l'anglais. Et en effet, votre force, votre valeur ajoutée par rapport à d'autres étudiants diplômés du même cursus que vous, ce sera l'italien. Donc, quelles sont les entreprises qui travaillent de près ou de loin avec l'Italie et qui pourraient être intéressés par votre profil? Alors, nous avions une autre question devant, je crois. Je vais vous prêter mon micro parce que Lucie dort. Ah non, oh, mignonne, pardon. Bonjour, je m'appelle Mélat et je suis en licence, en 3e année de licence en MEA. Et vous parlez beaucoup du marché asiatique, sud-américain, etc. Mais vous ne parlez pas du marché africain, parce que j'aimerais bien m'intégrer après mes études, m'intégrer dans le marché africain. Et c'est parce que c'est dur ou d'intégrer ou je sais pas. C'est parce qu'il y en a tellement qui se sont cassés le nez à partir en Afrique que les anciens ne veulent plus y retourner et que les jeunes ont encore trop peur. Mais non, il faut. Moi, je trouve ça super. Après, il y a les grandes lignes. L'Afrique, c'est le nouveau continent de demain, etc. Il y a tout à faire. Donc, évidemment, il y a aussi... c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde des offres d'emploi, il y a beaucoup d'offres d'emploi d'ingénieurs, évidemment, dans la pétrochimie, toutes ces choses-là. Mais il y a des VIE, entre autres, sur l'Afrique également. Et il y a forcément moins de candidatures. Donc moi, je trouve en tout cas que c'est aujourd'hui une époque charnière à laquelle on peut se positionner. Par contre, évidemment, c'est un choix. C'est-à-dire que quand on se spécialise sur ce type de pays, c'est difficile de rebondir sur l'Amérique derrière. Quoique, après, on peut toujours trouver des milliers de cohérences. Mais bon, on se spécialise vraiment. Mais l'Afrique, c'est déjà combien de cultures, combien de marchés différents, etc. On sait qu'on ne réagit pas partout pareil en Afrique. L'Afrique de l'Ouest, pour quelque part quand même son histoire avec notre recherche chez nous, il y a beaucoup de choses développées. Et en point d'entrée, tout bêtement, nous, on a rencontré en tout cas dans le cadre de projets des consuls honoraires sur l'Afrique de l'Ouest, et c'est des gens qui sont peut-être un petit peu compliqués à avoir comme ça, mais qui sont en tout cas très ouverts et certains très proactifs, et que ce soit en recherche de distributeurs pour les entreprises qui veulent s'y développer, et du coup par la suite pour des gens qui voudraient y partir pour développer quelque chose et aboutir des projets. Moi je pense que c'est une très bonne ligne de mire. Bon. Ce que je voudrais rajouter, c'est que tu poses la question pourquoi est-ce qu'on en parle peu, c'est finalement parce que je pense qu'ici on connaît assez peu. Donc c'est vrai qu'on a du mal à parler de ce qu'on ne connaît pas, mais je sais que quand je cherchais un boulot, je regardais aussi du côté des VIE, et de plus en plus de boîtes proposent de plus en plus de VIE, de VIA dans les pays africains, surtout en Afrique du Nord, et que ce sont des opportunités, que je connais quelques personnes qui sont parties, qui ont trouvé ensuite des opportunités là-bas, parce qu'effectivement peu de personnes s'y intéressent et font la démarche de passer la Méditerranée, alors qu'il y a beaucoup d'opportunités, que ce sont des postes à responsabilité et qu'elles s'y plaisent beaucoup. Très rapidement, c'est à peu près pour résumer la même chose, mais je trouve que c'est génial. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui veut partir là-bas, pour plein de raisons, en effet, elles ont déjà été dites. Il y a énormément d'opportunités en Afrique, sur beaucoup à différents endroits. Les conditions sont excellentes.
Je ne parle pas beaucoup du VIE. Moi, c'est quelque chose que je sais très bien un VIE, hein, mais c'est vrai que je connais moins, je pratique pas du tout. Bon, mais en tout cas, il y a de très très belles opportunités. Il y a de très grandes boîtes, de très grands noms qui embauchent même des sortes de CDI, on va dire, c'est-à-dire sur du long terme, avec de très belles situations. C'est un choix de vie. C'est vraiment un choix de vie. Plus que l'Asie, c'est plus facile de revenir de l'Asie que de revenir de l'Afrique. Ce que je veux dire par là, c'est que comme tu l'as dit, c'est que tu dessines un CV d'une manière, c'est très particulier. Par contre, il y a des belles opportunités partout dans le monde, même aux États-Unis, même en France, voilà, pour faire une très belle carrière. C'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, c'est dur sur le plan personnel de partir en Afrique parce que c'est un choix qui est très différent et qui est très contraignant. Par contre, je pense que c'est plus facile d'avoir une très très belle carrière et vraiment un beau succès en partant aujourd'hui en Afrique que partout ailleurs. Donc si jamais c'est ton projet, moi je ne fais que t'encourager. Je ne connais pas assez bien, mais j'ai des amis très proches qui sont partis en Afrique. Et c'est incroyable. Parce que, donc voilà, si tu as envie, par contre, voilà, renseigne-toi bien, regarde bien tout ce que tu veux. Il y a des pays qui sont plus corrompus que d'autres, mais ça joue beaucoup. Voilà. Non, mais je suis d'origine éthiopienne. Je suis éthiopienne, donc... D'accord. Mais c'est très bien. Je pense que c'est un super projet. Et il y a des industries qui percent plus que d'autres, mais vraiment à tous les niveaux, il y a énormément de choses à faire. Même, j'ai des amis qui sont partis au Nigeria, dans l'hôtellerie-restauration. Et c'est incroyable, quoi. Ça marche extrêmement bien. D'autres chez Total, d'autres. J'ai pas mal d'amis qui sont partis en Afrique et vraiment, moi je trouve ça super. Il faut avoir le courage. Pour compléter ce qu'il vient de dire, mais là je vais vous donner le point de vue de la recherche, c'est qu'il y a Marielle Payot qui est enseignante-chercheur en stratégie. Elle est actuellement là au Botswana. Elle travaille justement avec les chercheurs là-bas, mais notamment là elle vient de réaliser une étude avec Nestlé, Danone et leur stratégie marketing. Et en fait, ce qui est montré, ce qui est peu présent en France, c'est des recherches qui sont peu explorées. Par contre, sur l'international, c'est quelque chose de très commun. C'est qu'effectivement, en Afrique, du point de vue du marketing, je parle, c'est extrêmement en train de se développer. Au niveau des grandes filiales, donc Nestlé, Danone, je pense que ça vous parle. Il y en a évidemment d'autres. Je pense que si vous voulez vous développer, partir en Afrique, regardez auprès de ces entreprises-là, mais pas du point de vue des offres qu'ils donnent, mais d'aller les chercher, comme elle disait tout à l'heure, excuse-moi ton prénom, Leslie, c'est d'aller les chercher et de leur dire, voilà, votre projet, il est de partir en Afrique. Les entreprises recherchent ça. Elles recherchent des personnes volontaires à vouloir développer le marché africain sur tous les domaines. Je parle du marketing parce que c'est mon domaine et ma spécialité, mais je suis persuadée que sur tous les autres axes, c'est également le cas. Les gens, enfin, on perçoit tellement peu, en tout cas, la façon de travailler avec l'Afrique, que si demain tu te diriges dans cette voie-là et que tu acquiers une certaine expertise, très clairement, si je peux me permettre, tu auras un CV d'enfer. Bon, moi j'ai mon ami qui est sur Genève. J'ai vu beaucoup d'offres sur Genève. Genève, c'est très particulier, hein. Le marché du travail est très souple, mais il y a juste tous les gens les plus intelligents de la planète qui s'y pointent. Donc c'est un petit peu compliqué de percer. Et j'ai 2-3 collègues qui ont eu des très très beaux postes, parce qu'évidemment, quand on prend un poste, on est tout de suite sur des niveaux de carrière assez importants. Et pour en avoir deux, un qui a fait un VIE dans le journalisme à Madagascar, et un autre qui, par la carrière de ses parents, entre autres, a vécu dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest, ça fait la différence. Ça fait la différence de la différence, j'ai envie de dire. Parce qu'évidemment qu'en France, c'est déjà différent de partir à l'étranger, mais si en plus vous êtes sur un pays que personne ne maîtrise, vous arrivez un petit peu comme le savant fou, hein, parce que c'est tellement à des millénaires. On a quand même sur toutes les zones qui se développent aujourd'hui, si évidemment sur certaines zones il y a encore beaucoup de problèmes de backchiche, etc. Si demain vous arrivez à gérer l'homme, vous arrivez à gérer la problématique du backchiche, vous arrivez à monter quelque chose là-bas. Et ça, c'est en tout cas une problématique auquel personne ne sait répondre, pas plus l'américain que l'européen d'ailleurs. Et si c'est en tout cas la dynamique dans laquelle vous allez, je pense que c'est un très très bon choix. Après, évidemment, il y aura peut-être des facilités du fait que vous soyez éthiopienne. Servez-vous-en. Pourquoi partir à chercher un autre projet alors que vous avez déjà beaucoup de bases? Et pour répondre en tout cas aux axes de développement, évidemment que
tous les grands groupes sont là-bas, cherchent à développer et qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais nous qui avons en tout cas une partie de notre secteur dont les entreprises travaillent dans la mode et l'habillement, quand on pense en tout cas sur l'Afrique de l'Ouest et sur certains pays en particulier que les femmes viennent en Europe faire leurs achats, hein, au même titre que certaines du Moyen-Orient, bien que maintenant ils aient quand même l'offre sur place, il n'y a aucun canal de distribution. Enfin, ça laisse en tout cas présager d'une demande, parce qu'il y a un moment donné, c'est une économie et il y a des gens qui sont acheteurs et sur place avec aucune offre. Donc fondamentalement, si on a les clés, on a la réussite derrière. Alors, je vous propose de conclure ces témoignages. Donc, peut-être en quelques mots, Laurie, si vous voulez bien donner, si vous aviez un conseil à donner à nos étudiants et futurs diplômés. Je crois qu'on a bien fait comprendre au travers de tous les témoignages que l'international, ça ne pouvait être qu'un point positif à partir du moment où on arrivait à en faire quelque chose, et que le point important, c'est d'en faire un parcours cohérent, de mettre le parcours à l'international en cohérence avec votre projet professionnel, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on ne sait pas forcément, même au niveau de Master 2, ce qu'on va vouloir faire après. Il y a tellement de types de métiers qui apparaissent chaque jour qu'on est peut-être en train de préparer un diplôme pour un métier qui sera dépassé demain et on en fera un autre. Malgré tout, il y a quand même des grandes tendances et on peut savoir le type de pays vers lesquels on aimerait travailler ou travailler avec, le type de métier qu'on aimerait faire. Et je pense que c'est important d'arriver à, en tout cas, anticiper un petit peu pour avoir quelque chose de cohérent sur le CV. Donc, seulement pour votre recherche de stage ou emploi, vraiment, je vous conseille juste d'être ouverte parce que vraiment, il ne faut pas se focaliser sur le commercial, marketing, parce que peut-être vous allez manquer en notre industrie quelque chose de différent qui est très intéressant. Donc, si vous ne trouvez pas l'emploi ou un stage de marketing, je sais que tout le monde veut faire ça aujourd'hui, peut-être vraiment regarder quelque chose de différent et vous pouvez trouver un stage ou un emploi très bien, mais dans quelque chose de différent, vous pouvez découvrir une nouvelle industrie, une nouvelle opportunité. Merci. Tessa ? Oui, donc évidemment l'international est un atout. Simplement peut-être garder bien à l'esprit qu'il faut avoir un esprit ouvert, que ce soit en termes de destination, regardez toutes les différentes destinations qui s'offrent à vous. Ne vous limitez pas forcément à un pays. Et puis si vous aviez envisagé une certaine manière de partir à l'étranger, que ce soit la mobilité étudiante, et pour X raisons ça ne fonctionne pas, ne vous découragez pas. Il y a des centaines de façons de partir à l'étranger, que ce soit par le biais des stages, des VI, des emplois ou le plaisir de voyager par exemple à travers l'Europe et de faire des petits boulots pendant quelques mois si ce n'est de découvrir d'autres cultures et d'autres horizons. Merci. Daniel ? Je voulais simplement conclure en disant que les grands groupes ont plein d'opportunités. Elles ne sont pas toutes forcément écrites sur leur site. Donc n'oubliez pas les candidatures spontanées, y compris pour les grands groupes, parce que je pense que bien 10 à 20% des bonnes opportunités sont cachées et elles sont soit en cours de rédaction, soit elles sont encore pas résolues. Alors si vous le permettez, j'apporte juste un petit complément sur les enquêtes d'insertion. Donc en fait, c'est 70% des emplois qui se font par le biais du marché caché, 30% par le biais du marché visible. Donc oui, envoyez des candidatures spontanées, soyez proactifs, mais surtout développez votre réseau. Et venez nous voir, on va vous expliquer comment on fait. Oui, je pense que le plus important, clairement, c'est votre projet à vous. Il n'y a pas de bon ou mauvais projet, c'est vraiment ce que vous en faites et comment vous le préparez. Et c'est ça qui va faire la différence. Notamment, ça se jouera sur le réseau que vous allez construire. Le réseau, c'est pas vos connaissances aujourd'hui. Le réseau, ça se provoque. C'est un peu comme la chance. Moi, j'y crois pas beaucoup. Je pense que la chance, elle se provoque. C'est vous qui créez votre propre chance. C'est pour ça qu'on entend souvent parler des gens qui ont beaucoup de chance, mais c'est parce qu'ils la cherchent, ils la travaillent. Je pense que c'est créer l'opportunité en allant voir des gens qui sont à côté de vous.
vous oseriez pas, mais il faut y aller. Et une pierre peut tomber ailleurs, on s'y attend pas. Et le réseau, c'est comme ça. Le réseau, il faut donner avant de recevoir. Donc, il faut vraiment, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec des gens, même si vous pensez que ça sert à rien. Allez-y. Au pire des cas, bon, voilà, c'est rencontrer, parler. Allez-y vraiment au culot. Soyez pas prétentieux, mais surtout dans le sens où préparez vos projets. Donc, vraiment, le réseau, pour moi, c'est vraiment le mot-clé. C'est montez-vous un beau réseau en fonction de votre projet personnel à vous, quoi. Je ne veux pas redire ce qu'ils viennent de dire, mais moi je veux dire aussi, n'oubliez pas dans un petit coin de votre tête qu'il y a aussi la recherche, le monde de la recherche qui existe et qui apporte autant d'opportunités professionnelles. C'est pas la recherche, il y a la recherche très conceptuelle et théorique, et les chercheurs mixtes dans lesquels je me considère, on va dire théorique et terrain, et les chercheurs qui, in fine, retombent sur le terrain complètement. Donc c'est aussi une voie pour acquérir des expertises. Il n'y a pas besoin parfois d'avoir 15 ans de métier pour... le doctorat est une voie aussi pour acquérir une expertise certaine. Donc, il faut y penser également, que ce soit maintenant ou dans 10 ans. C'est possible. Tout d'accord. Non, je terminerai simplement. Je reprendrai un petit peu ce que tu as dit. Il y a la préparation, il n'y a que ça qui compte. Pour maîtriser, il faut préparer. Et c'est en préparant qu'on maîtrise. À niveau de compétences égales, à niveau de diplôme égal, on a tous un parcours différent. Oui, il faut être cohérent, mais des fois aussi, il y a des choses de la vie qui se font bien parce qu'elles sont cohérentes. Mais quand le recruteur regarde, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça, parce qu'à un moment donné, j'ai dû partir, parce qu'à un moment donné, j'ai pas trouvé, parce qu'à un moment donné, ça a coincé, et puis paf, on n'est plus cohérent. Donc ça s'argumente, ça s'explique. Mais la seule chose de l'expliquer, c'est justement d'avoir les idées bien claires à ce niveau-là. Et il n'y a que comme ça qu'on fait la différence aujourd'hui, parce qu'il faut apporter les éléments de réponse au recruteur. Une chose, restez naturel dans vos démarches. C'est ce qui fera que vous réussirez aussi, je pense. Naturel et authentique. Ouais. Je voudrais vous remercier chaleureusement du temps que vous nous avez consacré, de votre présence, de la richesse de vos apports. J'espère que vous avez su prendre tout ce qu'il y avait de bon à prendre. Je vous rappelle aussi que demain, donc, nous avons d'autres témoins qui viendront sur des thématiques liées aux achats, à la supply chain, au système d'information, et que vendredi, alors faites passer le message, puisque nous aurons la chance d'accueillir Danone, Volvo, Auchan, Société Générale, qui vont venir vous expliquer les fonctions commerciales au sein de leur structure, mais aussi vous expliquer que pour partir à l'international dans ces grands groupes, il vous faut passer par des fonctions commerciales de chef de secteur, puis de catman, puis etc., avant de pouvoir réaliser votre projet de rêve à l'international. Donc venez, puisque vous aurez vraiment les campus managers et des anciens de chez nous qui travaillent maintenant dans ces structures, qui vont partager aussi cette expérience. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, vous avez un événement Speed Coaching qui est proposé par nos diplômés du DU Coaching en entreprise. Donc c'est un événement déclencheur d'envie. Donc si vous vous posez des questions et si vous avez besoin d'être aidé dans vos réflexions, inscrivez-vous sur le site de l'IAE. Et jeudi prochain, donc le 23, de 9h à 14h, des entreprises viennent vous proposer des stages, mais aussi des certificats de césure, des offres de césure, de l'alternance et des VIE pour la rentrée de septembre. Voilà. Je vous remercie chaleureusement tous et à très bientôt.